trouver. C'est bon. Ça arrive, ça arrive. Voilà, 2 secondes. Ça arrive. Je l'ai mis, mais je vais essayer de zoomer. 2 secondes. Attends, je vais. Donc, je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc voilà, donc on commence le chapitre 7 des lois des guerres, et donc dans le Rambam. Et donc en fait, dans le chapitre 7, au début, en tous les cas, ça va parler donc de la harangue que le Cohen, donc il y avait un Cohen spécial, c'est de ça où le cours il va parler aujourd'hui, donc de ce Cohen spécial qui s'appelait le Cohen Mashiach Milchama, c'est-à-dire le Cohen qui était loin pour la guerre, dont le rôle c'était spécial. Voilà, dans le rôle, voilà, tout le monde est là. Donc le rôle de ce Mashiach Milchama, c'était en fait de faire de haranguer en fait les soldats et de les encourager. On vient de commencer. Donc on commence. Donc on est Perek Zayin, Perek Zayin, chapitre 7 des lois des guerres. Et donc en fait, le chapitre 7, au début, il parle en fait du Kohen Mashiach Milchama, c'est-à-dire le Kohen qui devait haranguer les soldats pour les encourager pour aller à la guerre. Et donc en fait, on va parler de ça. Ça veut dire, c'est plusieurs halachot dans Maïmonide. Mais voilà, mais déjà on va parler, voilà, c'est dans cette halakha qui est très courte. Voilà, et on va parler. J'espère que ça devrait être mieux organisé que le cours que j'avais fait la semaine dernière, surtout dans la première version. Là, j'espère que ça va être mieux. Bon, en tout cas, je lis le Rambam et je le traduis. Et donc, Maïmonide dit comme ça, il dit Echad milchemet mitzvah, que ce soit dans une guerre de mitzvah, donc une guerre obligatoire, que c'est en fait les guerres de conquête de la terre d'Israël, ou bien on avait vu des guerres de défense si la vie est en danger. Echad milchemet areshut, ou même dans une guerre facultative, donc il y a une guerre de conquête. Memanin Kohen, on doit nommer un Kohen, et d'Aber el Ha'am pour parler au peuple, Beshat Milchama, au moment de la guerre. On moshrin oto, et on le oint, Beshemen Amishra, avec l'huile d'onction. Vezeu Anikra, et c'est lui qui est appelé Mashiach Milchama, le Kohen, donc qui est appelé oint pour la guerre. Donc c'est une halakha vraiment introductive. Mais en fait, voilà, ça veut dire le point sur lequel on va discuter un petit peu. On va discuter déjà sur. Vous allez voir, on va voir un peu qu'est-ce que c'est ce Kohen Mashiach Milchama, mais le point principal pour l'instant sur lequel on va parler peut-être aussi, c'est est-ce que cette mitzvah, donc de mettre un Kohen qui harangue les soldats, est-ce que c'est une mitzvah uniquement dans les guerres facultatives ou même dans les guerres de mitzvah? Je vais expliquer pourquoi c'est un problème, mais avant ça, on va regarder le texte de la Torah qui parle de cette paracha. Comme ça, vous savez de quoi on parle et vous avez le texte. Donc, une seconde, c'est en train de charger. Tout va bien. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est la paracha qui nous parle de cette mitzvah spécifique. Voilà. Donc, c'est je pense, c'est dans Devarim. Vous avez la référence, c'est Devarim 20, Pasuk 2. Et en fait, au Pasuk 1 même, je commence à partir du Pasuk 1. Et en réalité, donc c'est cette mitzvah là qu'on voit cette histoire de la harangue du Kohen Gadol, du Kohen Mashiach Milchama. Et donc voilà, ça c'est le texte de la Torah qui parle de cette mitzvah. Donc comme ça, on a le texte de base. Donc le passage qui dit comme ça, il dit Kititse la milchama aloi vera, lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis, veraïta, et tu verras sous varechev, des chevaux et des chariots, amrav mimecha, ça veut dire une armée plus grande que toi, plus nombreuse que toi. L'autre ira mehem, n'aie pas peur d'eux, qui Hashem Elokecha imach, parce que Hashem ton Dieu est avec toi, Amalcham Eretz Mitzrayim, qui t'a fait monter de la terre d'Égypte. Le Bazouk est de la suite, le Bazouk Bet, il dit
quelqu'un refraime à la milchama, et ce sera lorsque vous vous rapprocherez de la guerre. Benigash à Cohen, il va s'approcher le Cohen, Vediber Alam, et il va parler au peuple. Vamar Alehem, il leur dira, Shema Israël, écoute Israël, Atem Kirevim Ayom la Milchama, Aloïvechem, vous êtes aujourd'hui proche de la guerre contre vos ennemis, Alirach Levafrem, donc que votre cœur ne soit pas adouci, ça veut dire ne soyez pas, ils ont dit que votre cœur ne soit rare, ça veut dire doux, donc que votre cœur ne soit pas, je ne sais pas, que vous ne soyez pas en fait peureux. Altirez-vous, n'ayez pas peur, Valtarbezou, ne rentrez pas dans la panique, Valtarsou Mepenehem, et voilà, et ne rentrez pas en panique. Tout ça, c'est des, comment dire, des synonymes de peur et d'angoisse et de panique devant les ennemis, quoi. Ira, Tripazon, Arsou, tout ça, c'est être paniqué, voilà, en panique, voilà. Comme ils ont traduit en anglais, fear, panic, dread. Qui Hachem Elokechem Olach Emachem, parce qu'Hachem, votre Dieu, il vient avec vous, les Lachem Lachem, pour faire la guerre pour vous, Imoivechem avec vos ennemis, Loshia Etrem pour vous sauver. Ensuite, on te dit, Vedi-vous à Shotrim Elam, les morts, et donc ensuite les Shotrim, donc c'est a priori les officiers, ils ont traduit comme ça, on va dire comme ça. Donc les officiers, donc a priori à la suite du Kohen, Gadol, du Kohen, Meshwar Mechama, donc ils disent au peuple, les morts mi Aïch Asherban Abayit Hadash Velo Chanacho, qui est l'homme qui a construit une maison nouvelle, Velo Chanacho, qu'il n'a pas encore, ça veut dire qu'il n'a pas encore Mechaner, qu'il n'a pas encore, comment dire, inauguré. Yelech Viyashov Leveto, qu'il aille et qu'il rentre chez lui. Ben Yamoud Bamilchama, de peur qu'il meure pendant la guerre, Vishacher Yachnecheno, et qu'un autre homme soit, ça veut dire, l'inaugure. On verra après tous ces trucs-là, les uns après les autres, dans Maïmonide, etc. Mais Aïcha Kerem Velochileno, qui est celui qui a planté une vigne, mais qui ne l'a pas inaugurée. Yeler Veyachov Leveto, qui rentre et qui retourne chez lui. Penyamoud Bamilchama, de peur qu'il meure dans la guerre. Vejachar Yechalelenu, et qu'un autre va prendre sa vigne qu'il a plantée. Oumi Aïcha Eres Isha Velolekacha, qui est fiancé avec une femme, il ne s'est pas marié avec elle. Il a qu'il rentre et qu'il rentre chez lui. Ben Yamoud Bamilchama, de peur qu'il meure dans la guerre. Veishachar Yikarena, et qu'un autre homme va se marier avec elle. Ensuite, le passage qui dit Veyasefu Ashotrim Medaber Alaam, et ils vont arrêter, aussi, vous allez soit continuer, soit arrêter. Le mot Yosef, alors, il a une double signification qui peut vouloir dire soit s'arrêter, soit continuer. Bon. Donc les officiers vont continuer ou arrêter de parler au peuple. Qui est l'homme qui a peur, voilà, et qui est peureux. Il a qu'il rentre chez lui à la maison, et qu'il ne rende pas les autres paniqués comme lui, qu'il ne rende pas les autres aussi faibles que lui. Et lorsque donc, les officiers finissaient de parler au peuple, donc ils mettaient des chefs d'armée sur le peuple. Voilà. Donc ça, c'était la fin de cette paracha, donc de cette mitzvah. Donc en fait, pourquoi en fait Maïmonide, ça veut dire ce qu'il dit Maïmonide sur le fait que cette mitzvah s'accomplissait même dans une guerre de mitzvah, c'est un peu c'est compliqué, ça veut dire. Oui, parce que normalement, ça c'est dans une shoot. Exactement. Alors, une guerre de mitzvah, ça veut dire si jamais, par exemple, il y a une attaque, comme il y a eu pendant la guerre de Yom Kippour, par exemple, etc., ou même pendant l'attaque qui a fait le 7 septembre, on va dire, ça veut dire 7 octobre, je veux dire, c'est qu'en fait, ça veut dire normalement, tout le monde doit sortir pour défendre, ça veut dire, c'est une attaque où même si quelqu'un vient de construire une maison, il n'a pas, comment dire, il n'a pas encore inauguré, ou si quelqu'un est fiancé, ou n'importe qui. Tout le monde sort, tu vois, c'est quand c'est une milchamat mitzvah, tout le monde doit y aller. Et donc, en fait. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Même si tu as peur, mais si tu n'as pas peur, whatever it is. C'est-à-dire, tout ça, c'est pour une guerre de milchamat reshoot, c'est une guerre facultative, etc., où il y a toutes ces exemptions. Mais dans une guerre de mitzvah, tout le monde est obligé d'y aller. Donc, en fait, a priori, le Kohen, Meshwar Milchama, il n'a pas vraiment lieu d'être, quoi.
Et alors, donc, en fait, pour expliquer qu'est-ce que ça voudrait dire, ça veut dire, a priori, pour donner la première explication, a priori, qu'on devrait dire dans Maïmonide, etc., on va voir, c'est que, en réalité, si on regarde dans le discours du Cohen, il y a quand même une première partie qui n'est pas liée aux exemptions, qui est simplement une motivation speech. Tu vois, ça veut dire, en disant, voilà, vous allez vous battre contre vos ennemis, etc., n'ayez pas peur, Hachem va faire la guerre avec vous, etc. Donc, cette partie-là, en réalité, elle peut s'appliquer, ça veut dire le Kohen, ça aurait un sens qu'ils le disent aux soldats, même dans une guerre de mitzvah, juste pour les encourager ou pour leur donner une motivation, un truc comme ça. Et donc, a priori, ça serait ça le sens que Maïmonide veut dire quand il dit que même dans une guerre de mitzvah, en réalité, il y a, comment dire, il y a une mitzvah, ça veut dire le Kohen, il doit parler, etc. Ça voudrait dire qu'il fait la première partie du discours, ou bien qu'il parle pour encourager les soldats. Et en fait, donc, si on regarde dans le Ravad et le Rav Yosef Karo, j'espère que tout va marcher. J'ai encore droit à un internal server erreur. En 2 secondes, je vais y arriver. Je vais devoir reprendre tout 2 secondes. Je suis obligé d'ouvrir la matière. 1 seconde. 2 secondes, 2 secondes. J'ai... Excusez-moi, c'est parce que j'ai les lignes qui ne fonctionnent pas. La dernière fois aussi, ça m'a fait ça. Je ne sais pas exactement pourquoi. C'est-à-dire, voilà, donc je mets ici. Ça, c'est ce que le Ravad. Donc, le Ravad, c'est un auteur contemporain du Maïmonide qui a écrit donc des remarques ou des. Normalement, quand il écrit quelque chose, c'est pour s'opposer à Maïmonide. Alors ici, donc le Ravad, il dit sur cette halakha, il dit Amar Abraham, donc Aleph Aleph dans le Ravad, ça veut dire Amar Abraham, il s'appelait Abraham ben David. Amar Abraham, Efshar liyot ze le'inyan alirach levavchem. C'est-à-dire que quand Maïmonide, il a dit que même pour une guerre de mitzvah, en fait, le Kohen, il doit parler au peuple, ça part de la première partie du discours de alirach levavchem, comme quoi, en fait, il ne faut pas avoir peur, etc. Aval Leinian Ashar Ahozrim, mais en ce qui concerne tous les autres qui rentrent chez eux, mais Orcher Milchama, ça veut dire de l'organisation de la guerre, ça veut dire des troupes, quoi. Voilà. L'Onémar, et là, les Milchamet Areshut, ces exemptions, elles ont été données que dans les guerres facultatives. Avalo les Milchamet Mitzvah, mais pas dans les guerres de Mitzvah. Voilà, Vachita Bigmara, et ainsi c'est explicite dans la Gemara. Donc en fait, a priori, le Ravad, il dit voilà, que ça veut dire, parce que le problème c'est comme ça, c'est que le Ravad, a priori, normalement, s'il dit quelque chose, il vient discuter sur Maïmonide. Alors ici, il semble dire, voilà, en fait, ce que le Maïmonide, il veut dire, a priori, il lui dit, c'est uniquement ce qui concerne la première partie du discours, comme quoi il ne faut pas qu'ils aient peur, etc. Mais pas pour le reste. Mais la difficulté, c'est que normalement, le Ravad, il ne vient pas dire la même chose que Maïmonide, il vient discuter sur lui. Bon, je vais vous montrer par exemple ici le Rav Yosef Karo, le commentaire de Rav Yosef Karo, je vais essayer d'y arriver. Ouais, ici. Voilà, si vous voulez, donc. Excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai fichu. Donc, en tout cas, si on regarde ça, c'est le commentaire de Rav Yosef Karo. Il dit Rad Milchamat Mitzvah, Memelin Kohen Edaber, Katavara Avad, Amar Abraham, Efshar Yodze, etc. Donc, ce qu'on vient de lire, c'est uniquement pour encourager le peuple. Il dit à Yosef Karo, il dit qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il dit Velo Yadana Mayata Lashmoinan. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre. Puisque là, Mishnah Shilemahi, puisque c'est une Mishnah explicite, וכתב רבנו בפרק זה, באמת דברים אומרים במלחמת הרשות, אבל במלחמת מצווה, et par la suite, le Rambam lui-même, il va dire que dans une guerre facultative, c'est uniquement dans ce cas-là qu'il y a les exemptions. אבל במלחמת המצווה, הכל יוצאים, tout le monde y va, אפילו חתן מחדרו, même le חתן qui est au milieu de son mariage, le kala mechupata et une kala qui est au milieu de son mariage, etc., ils vont à la guerre. Donc il ne comprend pas, en fait, Rav Yosef Karo, qu'est-ce que le Ravad, ça veut dire. Qu'est-ce que le Ravad il vient, dire sur Maïmonide, qu'est-ce qu'il veut dire? A priori, ça veut dire c'est évident, et il dit la même chose. On sait que normalement,
quand le Ravad dit quelque chose, il vient discuter sur Maïmonide. Donc, c'est un problème, ça veut dire, a priori, c'est un problème. Ça veut dire, en fait, que Maïmonide, il veut dire quelque chose d'autre, mais le Rav Yosef Karo, il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc, moi, je vais essayer de proposer, ça veut dire, je vais poser une interprétation, mais avant d'essayer d'expliquer, vous pouvez redire également l'enchaînement, c'est-à-dire que le Rambam, il dit que c'est pour une Milchemet Reshut. Ici, vous avez le texte du Rambam, ici, et je dirais qu'il est encore là. Tu vois, le Rambam, il est très clair, il dit très clair et très court, il dit simplement Echan Milchemet Mitzvah, que ce soit pour une Milchemet Mitzvah, Echan Milchemet Reshut, et que pour ce soit que pour une guerre facultative, et Manin Kohen, on doit nommer un Kohen, les Daber El Ha'am, pour parler avec le peuple, Béjat Milchama, au moment de la guerre. Moi, après la suite, on le voit, etc. Le Ravad, il dit sur ça, oui, mais ça peut être que pour la première partie du discours, comme quoi c'est des encouragements, mais pas pour le fait de dire que, mais pas pour le fait, pas pour la suite où on parle des exemptions de celui qui a construit une maison et qui l'a pas, comment dire, inaugurée, etc., etc. Et voilà, ça c'est ce qu'il dit le Ravad, on l'a vu tout à l'heure. Et la question, le problème, c'est simplement, c'est que si le Ravad il dit ça, c'est qu'il avait compris que Maïmonide, il voulait dire autre chose. Parce que sinon, le Ravad, il aurait pas. Le Ravad, quand il écrit des Asagot, ça veut dire le livre du Ravad, ça s'appelle les Asagot à Ravad, ça veut dire, je ne sais pas comment dire, les attaques du Ravad. Ça s'appelle un truc comme Asaga, c'est une remarque, mais une remarque agressive. Je ne sais pas comment dire, on peut dire les attaques ou les je ne sais pas quoi. Objections, non? Les objections, voilà, c'est un très bon, les objections du Ravad. Et donc, si jamais tu vois, il dit la même chose, c'est ce qu'il dit avec le Toro, il dit, mais ce qu'il dit Maïmonide, c'est la même. Maïmonide, il va dire plus loin que voilà, ces exemptions, elles n'existent pas dans les cas facultatifs, donc c'est évident que c'est ça ce que Maïmonide il veut dire. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que le Ravad il veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire sur Maïmonide, comment est-ce qu'il a compris Maïmonide, et qu'est-ce que Maïmonide il veut dire, en fait. Si le Ravad il a compris qu'il voulait dire quelque chose d'autre, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut dire. Voilà, c'est ça l'histoire. Et pour, en fait, tu vas essayer de répondre à cette question-là. Je vais poser une autre question, tu vois, qui est très intéressante. Vous allez voir, c'est comment dire, voilà, comment dire, collaboratif. Mais c'est ça que j'arrive pas à comprendre, pourquoi juste l'objection, il dit que c'est juste pour la Milchemet Mitzvah, et il s'oppose au fait que ce soit pour une Milchemet Reshut, c'est ça que je ne comprends pas. Non, l'inverse. C'est parce que le Ravad, le Ravad, il est d'accord de dire que même pour une Milchemet Mitzvah, on met un Kohen pour parler au peuple. Et le Ravad, il dit oui, si on met un Kohen pour parler au peuple, c'est uniquement pour dire la première partie du discours, pour encourager le peuple à ce qu'il n'ait pas peur, etc. Et à lui dire, voilà, Hachem, il va faire la guerre pour vous, etc. Hachem, il va vous aider, etc., etc. Et vous ne devez pas avoir peur. Et cette partie-là, ça veut dire, elle fait sens dans une Milchemet, dans une guerre de mitzvah. Donc même ça, c'est discutable, on va voir après. Mais dans tous les cas, voilà. Donc lui dit, c'est ça a priori, c'est lui dit, il est d'accord avec Maïmonide, dans tous les cas que ça pourrait se dire dans une guerre de mitzvah. Mais il dit voilà, c'est que cette première partie du discours. Et Rav Yosef Karo, il dit oui, mais ça c'est sûr que c'est ce que Maïmonide aussi pensait. Donc, il veut dire, tu vois, qu'est-ce que le Rav veut dire que c'est une objection, c'est pas. D'accord. On n'arrivait pas à voir ce que pourrait penser comment pourrait penser autrement le Rambam que l'opinion du Ravad. Okay. Exactement. Puisque le Ravad, c'est un contemporain du Rambam, et le Rambam, il a lu le Ravad. Et donc, ça veut dire, s'il n'a pas, tu comprends, si jamais il n'a pas répondu, quelle force, ça veut dire qu'il pense qu'il y a une discussion. Ça veut dire qu'il y avait une discussion, mais on ne sait pas c'est quoi la discussion, c'est ça le problème. Tu comprends? Okay. Et donc, en fait, moi, j'ai cité ici, donc maintenant, Maïmonide dans le livre des mitzvot, et là, on va voir, il y a carrément une contradiction. Parce que tu vois, donc, Maïmonide dans le livre des mitzvot, dans la mitzvah positive 191, il dit comme ça. Donc, il dit, vous, chez Sivanu, chez Nemane Kohen, donc c'est une mitzvah que la Torah nous a demandé de nommer un Kohen, chez Yochiach Laam, qui va donc qui va donner des remontrances au peuple, l'âme Toracha, donc il va donner des remontrances, qui va donner des motivations à Milchama, au moment de la guerre, Ve'arzir Misheno Raouilo, et que donc il va faire rentrer celui qui ne veut pas, qui n'est pas apte à faire la guerre, les Lachem, les Hulshao, parce qu'il est trop faible, pardon. Bavour Shediem Achashafto Benyan Yechayev Lo Miut Agvura la Milchama, du fait que sa pensée, sa préoccupation sur un sujet va faire qu'il sera faible, en tous les cas, il sera un peu motivé à se battre, donc il sera moins parti dans la guerre. Même Shosha Divarim Shevir Akatouv, et c'est les trois choses que le verset il a dit.
Vahaka Hikansu la Milchama, donc celui qui construit une maison, celui qui a mis une vigne, celui qui s'est fiancé, et Ahaka Hikansu la Milchama, et ensuite ils vont rentrer dans la guerre. Vezia Cohen, Nikra Cohen Mashuach Milchama, donc c'est une ici, mais ce Cohen il a appelé le Cohen Mashuach Milchama, le Cohen qui est loin pour la guerre. Veyomar Betorachat Alashon Amor Batorah. Et donc, il va dire, en fait, le texte, il va dire les Tochacha, ça veut dire le Moussar, je ne sais pas comment dire, la motivation, le texte moral, en fait. Je ne sais pas comment traduire. Tochacha, normalement, c'est faire des reproches, mais bon, c'est pas vraiment des reproches. Mais ça veut dire, bref, on comprend ce que ça veut dire une remontrance morale, je ne sais pas comment dire. Donc, en lisant le texte qui est marqué dans la Torah, d'ailleurs aussi, il faisait Ma'amarim, et il va rajouter sur ça ses propres idées, quoi. Ça veut dire son propre discours, ses propres motivation, quoi, son propre discours de motivation. Il y aurait Alevavot pour réveiller les âmes, la Milchama à faire la guerre, Veyaviam les Saken et Tazmam pour les amener à se mettre eux-mêmes en danger, la Azor d'Atachem pour aider la loi d'Hachem, le Ovdo pour le servir, ou le Shemor Mitzvotav et garder ses mitzvot, ou les Nakem Masichlim et de se venger des imbéciles, Amavsidim Yosher Hamiddinot qui font perdre la droiture des pays. Veu Amro, Italé, c'est ce que le verset dit. Et lorsque vous vous approcherez de la guerre, Venigash Kohen, et le Kohen se présentera. Et après ça, donc il demande encore une fois dans la guerre d'annoncer que ceux qui se sentent faibles et peu courageux, qu'ils rentrent chez eux. Et tout celui qui a construit une maison, qui l'a pas inauguré, on a attaqué qui a planté une vigne et qui l'a pas inauguré, ou qui s'est fiancé avec une femme et qui ne s'est pas marié, comme c'est explicite dans le verset, c'est ce que le verset dit, Kohen Medaber, Veshoter Mashmiah, ça veut dire le Kohen, il dit le discours, mais comme à l'époque il n'y avait pas de micro, donc le shoter, ça veut dire l'ex-officier, il répète, c'est-à-dire il transmet le discours aux gens, voilà, parce que le Kohen il était loin, quoi, il n'y avait pas de micro, quoi, c'est l'histoire. Et toute cette mitzvah est divisée kulo, donc tout ce qu'on a dit, ce que je veux dire, Tochachat Mashuach Milchama, ça veut dire le discours de motivation du Mashuach Milchama, donc de ce Kohen, loin pour la guerre, Vachaza Be'ocha Milchama, et la répétition pendant l'organisation de la guerre par les généraux, Irchova, c'est une obligation, mais Milchamet Areshut dans les guerres facultatives, et là-dedans, en fait, on comprend qu'il y a une nécessité en fait, de faire un discours motivateur, on va dire. Mais dans une milchemet mitzvah, mais dans une guerre de mitzvah, il n'y a rien à dire. Ni un discours de motivation, ni en fait ça veut dire une revendication, dire aux gens que ceux qui ne veulent pas rentrer, etc., qui rentrent chez eux, comme c'est écrit dans le 8e chapitre de Sota, et c'est dans ce traité là-bas où on voit les lois de cette mitzvah. Mais donc en fait, il y a une contradiction assez claire en fait dans Maïmonide entre le livre des mitzvot et le Mishneh Torah qu'on vient d'étudier tout à l'heure. C'est-à-dire que ici dans le livre des mitzvot, le Maïmonide il dit clairement que la mitzvah ne s'appliquait pas du tout dans une guerre de mitzvah. Et il dit explicitement non seulement en fait le Kohen il disait pas les exemptions avec celui qui a construit une maison, etc., mais même le discours de motivation il le disait pas dans une guerre de mitzvah. Et la raison elle est simple, c'est parce qu'en fait dans une guerre de mitzvah, même si tu as peur, tu dois y aller. Donc dire ouais n'aie pas peur parce que tu vas te battre, ça veut dire il n'y a pas de quoi faire une motivation si tu es obligé d'aller te battre quoi qu'il arrive, tu vois ce que je veux dire, c'est ça de la perte de temps et ça sert à rien de faire des discours si jamais il y a une situation, il y a une attaque ou quoi que ce soit, ou c'est une obligation d'aller se battre, il y a pas de, tu vois, c'est pas le moment de faire des discours. Et donc en tous les cas, ça veut dire, c'est donc en tous les cas ce que je veux dire, donc ce qui est clair en tous les cas, c'est qu'il y a une contradiction en fait Maïmonide, puisque donc Maïmonide dans le livre des mitzvot, il dit clairement que en fait le Kohen il n'avait rien à dire pendant les guerres de mitzvah. Il dit ni le discours de motivation, ni les exemptions, etc. Et donc voilà, c'est contradictoire avec ce qui semble dire a priori dans le Mishneh Torah, comme quoi cette mitzvah s'applique aussi dans les guerres de mitzvah. Et donc voilà, et moi je prends ça comme un indice pour essayer de comprendre en fait, de répondre à la question du Rav Yosef Karo, comme si en fait ça veut dire que quand Maïmonide il a dit que en fait, le Kohen qui était loin pour la guerre, il intervenait dans une guerre de mitzvah. A priori, il ne voulait pas dire, comme le Rahavad, qu'il devait faire un discours de motivation.
il intervient, mais pour quelque chose d'autre qui n'est pas de l'ordre du discours. Et la question est de savoir pourquoi, en fait. C'est ça, en fait, ce que moi je veux dire. Et je vais essayer d'expliquer un truc. Non, je ne sais pas ce que j'ai voulu avec ça. Ouais. Ça veut dire la source, tu vois, ça veut dire, je sais pas que ça va marcher. Ça marche pas. Pardon. Ouais, mais... Juste une question rapide, il n'y a aucune direction qui pourrait être sur le. On avait vu que le Rambam, je ne sais pas la différence, mitzvah, mitzvah, krova. Oui, mais ça ne change rien. Ça veut dire, ouais, justement, il n'y a pas la différence. Donc, encore plus, tu vois. Encore plus. Tu vois, c'est toujours bien. C'est encore plus, tu vois. C'est que, voilà, pour lui, c'est Mekamet Krova, Mekamet Mitzvah, c'est la même chose. Et donc, voilà, donc c'est sûr que ça fait sens qu'il n'y a pas le moment de faire des discours. Je veux dire, imagine, tu vois, quand il y avait le 7 octobre, etc., c'était pas le moment, encore que c'était rien par rapport à la guerre de Yom Kippour, tu vois, c'était pas le moment de faire des discours à la télévision pour dire, je sais pas quoi. Tu vois, ça veut dire, voilà, quoi, ça veut dire, voilà, il faut se battre, il faut se battre, tu vois, il n'y a pas de, tu vois, mais donc la question, elle est, ouais, c'est ça, ouais, mais en tous les cas, a priori, tu vois, c'est encore pire. Ça renforce la question. Donc maintenant, j'ai le link de Sévaria qui ne marche pas encore une fois, mais c'est pas grave, je vais comme ça. Parce que je voulais expliquer que, en fait, la source, en fait, où il y aurait, en fait, la nécessité donc, Cohen, donc d'un Cohen qui est loin pour la guerre, dans une guerre qui est une guerre de mitzvah, ça serait en fait de la guerre de Midian. Puisque donc la guerre de Midian, c'est après, donc comment dire, les Juifs, ils avaient fauté avec les filles de Midian et surtout de Moab. Hachem, il a demandé en fait donc de faire la revanche, de prendre la revanche et de tuer tous les Midianim, etc. Et donc en fait là-bas, on nous dit comme ça que donc quand il y a les soldats qui arrivent, ça veut dire quand ils montent une armée. Moi je vais lire le texte, donc c'est dans c'est 31.4, etc. 31, chapitre 31 dans les nombres. Donc là-bas, il est marqué Vaïdaber Moshe Elam les morts. Donc Moshe dit au peuple en disant Echalitzu Metechem Anashim Latsava. Ça veut dire qu'ils s'organisent, je sais pas quoi. Tu vois, ça veut dire qu'ils s'arment. On va dire parmi vous des gens pour la guerre, pour l'armée. Le Yual Midian et qu'ils aillent sur Midian à la tête Nikmat Hachem et Midian pour amener la vengeance d'Hachem sur Midian. C'était une mitzvah que Hachem il avait demandé à Moshe juste avant. Elef Lamaté, ça veut dire 1000 soldats par tribu, 1000 soldats par tribu. Les Cholmatot Israël, pour toutes les tribus d'Israël, Tishlechu, vous enverrez la Tzava pour la guerre. On dit, Imaseru, Malfé Israël, Elef Lamaté, Shnemasar Elef, Halouté Tzava. Et donc, ils ont été donnés parmi les milliers d'Israël, donc 12 000 soldats, 12 000 Halouté Tzava, 12 000 soldats armés, 1000 soldats par tribu. On te dit ensuite, Vaishlachotam Moshe, Elef Lamaté, la Tzava. Donc, Moshe les a envoyés 1000 soldats pour l'armée. Otam, Ben Pinchas, Ben Elazar. Donc, eux, avec Pinchas, le fils d'Elazar, à Cohen, à la Tzava, ça veut dire pour la guerre, avec lui à Kodesh. Et il avait avec lui les ustensiles saints. On va voir, selon dans le Midrash, on va dire, c'est qu'il avait le tzitz, ou je sais pas quoi, certains habits du Kohen Gadol. Et les trompettes de sonnerie avec lui, puisqu'il y avait une mitzvah de sonner les trompettes et le chauffard quand on faisait la guerre. Voilà, donc après ça, ils font la guerre, ils gagnent, et donc ils ont fait la guerre sur Midian comme Moshe a demandé, ils ont tué tous les mâles, etc. En fait, ici dans ce passage-là, voilà, Rashi ramène, mais en fait c'est un midrash, mais je pense qu'on va le regarder dans Rashi, c'est plus simple. Une seconde, je vais essayer de l'ouvrir. Ok. Donc, Rashi ramène un midrash, un sifri, aussi une Gemara, plus ou moins, c'est une Gemara dans Sota aussi, plus ou moins, où on dit pourquoi c'est Pinchas qui est parti faire la guerre là-bas, puisqu'il envoie Pinchas faire la guerre. Otam va être Pinchas, eux, donc les 12 000 soldats avec Pinchas. Donc, ok, Rashi d'abord dit, Magid Shaya Pinchas Shakul Keneged Kulam, ça nous apprend que Pinchas, il était équivalent des 12 000 soldats à lui tout seul. Ça, ce que ça veut dire, peu importe, c'est pas la peine de commencer à... Ça fait penser à ce que je sais pas quoi, c'est quand il faisait les guerres contre Napoléon, il disait que Napoléon était égal à 100 000 soldats. C'est quand il faisait les plans dans les batailles, dans les guerres, il calculait que s'il voulait le battre, il fallait qu'ils aient 100 000 soldats en plus que l'armée, parce que Napoléon, il valait 100 000, je sais pas si c'est la même chose comme ça. Peu importe, j'en sais rien.
Je me rappelle que j'ai lu dans un livre, dans le Sefer, dans le Chod Tzadikim, parce que ça, on le retrouve à plein d'endroits où la Gemara dit oui, ça veut dire que celui-là, il les valait tous, etc. Le Chod Tzadikim, il dit ça veut dire que pas tous les hommes se valent. Et que, en fait, si quelqu'un, en fait, il est moralement supérieur, la Torah le reconnaît, tu vois. Il faut pas croire que, voilà, n'importe qui égale n'importe qui. Peu importe. C'est pas le sujet. Magid dit, mais c'est simplement parce que Rashi le ramène. Il m'a dit, Shaya Pinchas Shagul Keneged Kulam. C'est-à-dire, ça nous apprend que Pinchas, il est équivalent de tous les autres. Umipnema alach Pinchas. Mais c'est vrai, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est Umipnema alach Pinchas, Beno alach Elazar. Puisque Elazar, c'est le Kohen Gadol. Donc, Umipnema alach Pinchas, Beno alach Elazar. Pourquoi c'est Pinchas qui est parti à la guerre et pas Elazar? Elazar qui était le père de Pinchas et qui était le fils de Aaron. Aaron était mort, donc c'était Elazar qui était le Kohen Gadol maintenant, qui a pris sa place. Et Pinchas, lui, c'était Stam, un petit jeune. Amar Akadosh Baruch Hu, donc Akadosh Baruch Hu, il a dit, Mishéitril ba mitzvah, c'est lui qui a commencé la mitzvah, puisque c'est Pinchas qui avait tué la fille de Midian et qui avait arrêté l'épidémie qui avait frappé les Juifs à cette occasion. Donc, Mishéitril ba mitzvah, Shahag Cosbi Batsur, puisqu'il avait tué Cosbi, la fille de Tsur, Igmor, et qu'il la finisse. C'est le concept qu'on a, que celui qui commence une mitzvah, il doit la finir. Et sinon, c'est très grave, quoi. Ça veut dire, pour ça qu'on donne la psycha à quelqu'un, on veut aussi qu'il ferme, etc. Toujours, parce que c'est grave c'est pas bien de commencer une mitzvah et de pas la finir. Donc, Mishétrin la mitzvah, donc comme il a commencé la mitzvah, qu'il la finisse. D'abord, Acher, deuxième explication, Shalach linkom nikmat Yosef avi imo. Ça veut dire qu'il est parti faire la vengeance de Yosef, le père de sa mère. Ça veut dire que, a priori, Elazar, lui, c'était un Cohen de père et de mère, on va dire, donc il n'avait rien à voir avec Yosef. Mais par contre, Pinchas, il avait sa mère, elle avait un côté Yosef. Chez Nehemar, peu importe, bien qu'on sait que sa mère, a priori, ça veut dire sa mère, c'était normalement une fille de Yitro. Mais j'en sais rien. Est-ce que Yitro, il aurait marié des filles avec Yosef? J'en sais rien. En tous les cas, on nous dit que ça veut dire que sa mère, elle avait un côté Yosef. Donc, donc comme Yosef, il avait une vengeance à prendre du côté de Yosef. Comme Nikmat Yosef Avi Imo, ça veut dire qu'il a fait la vengeance de Yosef, son grand-père maternel, chez Nehemar, parce que le verset dit, va Médanim Machuotam, puisque c'est les Midianim qui l'ont vendu quand Yehuda, il a vendu Yosef. C'est les Midianim qui ont acheté, quoi. Ça veut dire que quand tu vends un esclave, c'est vrai que le vendeur, c'est un coupable, mais l'acheteur aussi, quoi. Et donc, comme c'était les Midianim qui avaient acheté Yosef, donc, ils voulaient aussi prendre sa revanche par rapport à eux. Donc, mais la question est dit, Minahin Shaitan Mioshel Pinchas Michel Yosef. C'est d'où est-ce qu'on sait que la mère de Pinchas, elle venait de la tribu de Yosef, chez Nehemar, puisqu'il y a marqué Benot Poutiel, des filles de Poutiel, Misera Yitro. Ça veut dire sa mère, elle venait et de la famille de Yitro, au Potiel, ça veut dire chez Pidem Aganim la Vodazara, qui avait engraissé des veaux pour l'idolâtrie, ou Misera Yosef chez Pitbet Beitro et de la descendance de Yosef qui lui avait dominé son Yetzara. Donc ça serait ça le mot Potiel. Donc il semblerait qu'il y aurait eu donc des filles de Yitro qui s'étaient mariées avec Yosef ou de la famille de Yosef. C'est pas très clair. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse à part ça, la suite, c'est d'avoir à faire une autre explication. Shaya Mashuach Milchama, c'est parce que Pinchas, c'était le Kohen Mashuach Milchama. Et donc, c'est pour ça que c'est lui qui est parti en guerre et pas Elazar, son père. Et donc, voilà. Donc, la question, donc, en tout cas, on nous dit ça, ça veut dire, donc, on voit que, en tout cas, ce qu'on voit de ce Rachid, ce qui est un Midrash et une Gemara, c'est que, donc, la Milchama de Midian, de faire la guerre contre Midian, c'est une mitzvah d'Hachem, qui avait été demandée à Moshe, etc. Et malgré tout, donc, on voit que Hachem, il demande que Pinchas, il aille. Et parce que Pinchas, il avait le statut de Kohen Mashuach Milchama, de Kohen qui était loin pour la guerre. Donc on voit a priori que même dans une guerre de mitzvah, le Kohen Mashuach Milchama, il doit y aller. Et voilà. Donc, ok, la question c'est pourquoi il doit y aller, puisque par exemple ici, on n'a pas l'impression que lui, en fait, il a parlé ou quoi que ce soit, puisque les 12 000 soldats, ils avaient été choisis déjà d'avance. Et voilà quoi, tu vois, et lui il y va comme ça, tu vois. Donc ça veut dire, donc a priori c'est pour ça, c'est un indice pour moi de dire que, en fait, quand le Rambam me dit que dans une guerre de mitzvah, le Kohen Mashuach Milchama, il a un rôle, c'est pas un rôle peut-être de faire des discours, c'est peut-être un rôle simplement d'aller au combat, quoi, de participer à la guerre elle-même.
comme on voit avec Pinchas, où en fait, si tu veux, il a participé lui-même à la guerre. À part ça, je veux dire, tu vois, ça veut dire ce qui est, tu vois, ce qui est intéressant, c'est un problème. D'abord, un des problèmes, c'est de dire, veut dire en fait, c'est aussi, parce que la vraie question est de savoir, c'est-à-dire, parce que si le Midrash, tu vois, le Midrash, il veut dire en disant, voilà, pourquoi est-ce que, parce que quand Rachid répond, en fait, je sais pas si c'est un problème ou si c'est une réponse, mais je veux le dire quand même, c'est parce que, en fait, la question à la base, c'était pourquoi c'est Pinchas qui y va et pas Elazar. Et donc, dans la première réponse, de dire en fait que les deux premières réponses que Rachid donne, elles font sens. C'est-à-dire que la première, c'est parce qu'en fait, c'est lui qui avait tué la fille de Cosbi Batsour, qui avait tué la fille de Midian, qui avait des relations avec le prince de Shimon. Donc, Rachid dit voilà, que celui qui commence la mitzvah, il doit la terminer. Comme on a vu que il faut toujours finir la mitzvah. Donc, c'est pour ça que c'est lui qui a été choisi parce qu'il avait commencé la mitzvah. Et Lazare, lui, son père, il n'avait rien fait dans l'histoire, donc ça va. Donc c'est normal que ce n'est pas lui qui soit choisi d'aller là-bas. Dans la deuxième réponse que Rachid donne aussi, ça fait sens, puisque, comme je vous ai dit, comme Rachid l'explique, il fallait prendre une vengeance des Midianim parce que c'était les acheteurs qui avaient acheté Yosef, quoi, et qui avaient donc une sorte de culpabilité d'avoir été complices dans la vente de Yosef avec les Juifs qui l'ont vendu. Et ça veut dire qu'ils avaient fait du recel, quoi. Et le truc, c'est que, ok, c'est incompréhensible, puisqu'en fait, Elazar, du côté de son père, donc Elazar qui est le père de Pinchas, lui, il n'avait aucun rapport avec Yosef, il ne descendait pas de Yosef, c'est que Pinchas qui descendait de Yosef par sa mère. Mais dans la troisième réponse, qui elle, en fait, tu vois, là, c'est vraiment étrange, c'est puisque la troisième réponse, il dit oui, mais parce que Pinchas était le Mashiach Milchama, ben, la question, elle est de dire, ok, mais c'était ça la question qu'on avait depuis le début, c'est pourquoi c'est pas Elazar le Mashiach Milchama? Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire, si tu dis, voilà, quand tu dis, voilà, oui, mais c'est parce que Pinchas, il était Mashiach Milchama, la question de dire, tu vois, c'est pourquoi c'est pas Elazar le Mashiach Milchama? Et en fait, pour expliquer, en fait, donc c'est vrai que c'est un peu difficile, mais en fait, là encore, tu vois, ça veut dire, il faut dire, enfin voilà, je veux dire, une explication, quand même, bref, je pense que l'explication, en fait, elle est passée par, pour comprendre ce rachis, à mon avis, il faut regarder cette mémoire dans ce temps en espérant que c'est il y a soit collaborateur, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Enfin bref, il a marché en tous les cas. Et donc, en tous les cas, c'est parce que, donc, pour expliquer en fait comment ça marche la troisième réponse la troisième réponse de Rashi, c'est à cause de ça. C'est parce que quand la Mishnah, donc, elle ramène toute cette halakha, il y a un truc super bizarre, et à mon avis, je vais parler de ça après, mais c'est on nous dit en tous les cas, Tano Rabbanan, nos maîtres nous ont enseigné, donc quand la Mishnah elle ramène toute cette histoire du Kohen Meshkar Melchama, dans Sota, dans le 8e chapitre de Sota, comme il a dit Maïmonide dans le livre des Mitzvot. Donc là-bas, la Gemara commence, elle dit Venigash à Kohen, Vediber Elam. Donc dans le verset, il y a marqué le Kohen, il va parler au peuple. Il y a Hol Kol Kohen Shirse, est-ce que ça veut dire n'importe quel Kohen qui veut, il peut parler au peuple? Talmud Lomar Vedivru Shotrim. Le verset nous apprend, non, ils parleront les généraux. Mashotrim Bememouné, de la même manière que les généraux, c'était des généraux qui avaient été nommés, qui avaient, donc voilà, c'est pas n'importe qui peut se nommer général dans l'armée. Af Kohen Bememouné, donc il faut aussi que le Kohen qui va parler au peuple, il a été nommé et que voilà, il a un job, c'est pour ça qu'on lui mettait l'huile d'onction pour montrer que c'était vraiment une élection spéciale pour faire ce job et que c'est pas n'importe qui allait commencer à, tu vois, ça veut dire qu'il pouvait commencer à dire de la morale à tout le monde, quoi. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, sinon c'est comme dans les shuls, quand il y a la lecture, surtout les shuls séfarades, ou quand il y a la lecture de la Torah, tout le monde commence à dire, ah, c'est pas bien, c'est pas bien. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y en avait un seul, en fait, qui pouvait faire de la morale aux autres, c'est tout. Et lui, il devait être nommé, et on lui mettait l'huile d'onction, et les autres, c'était pas à eux de faire la morale aux autres. Donc ça veut dire, donc c'est pour ça que c'est donc c'est pas n'importe quel Kohen qui pouvait commencer à se lever, à dire, voilà, je vais vous dire quoi faire. Donc, Av Kohen Bemouné, donc ça veut dire le Kohen aussi dont il est question ici, il faut qu'il soit spécifique et qu'il soit nommé et qu'il avait de l'huile d'onction. Ok, donc la Gemara demande Ve'ima Kohen Gadol. Est-ce que peut-être en fait, donc s'il faut un Kohen qui soit spécial, qui soit, ça veut dire qui soit nommé. Donc normalement, c'est le premier qu'on aurait dû choisir, c'est le Kohen Gadol. Alors sur ça, la Gemara dit non, Dounia des Choter, il faut que ce soit comme un général. Ma Choter chez Shmimouné al-Gabav, de la même manière qu'un général, il a quelqu'un sur le dos, parce que chaque militaire, en fait, dans la hiérarchie, ils ont quelqu'un sur le dos, quoi. C'est la définition d'un militaire, c'est qu'il suit les ordres. Et donc, il est pas, ça veut dire, il est pas libre.
Donc, Av Kohen, Yesh Memouné al Gabav. Ça veut dire qu'il faut que le Kohen qui va être nommé pour donner la morale, il faut que lui-même, il ait des comptes à rendre à quelqu'un. Alors, le Kohen Gadol, lui, il a des comptes à rendre à personne. Donc, c'est pour ça que ça ne pouvait pas être le Kohen Gadol. Bon, après, la Gemara a dit, OK, mais on a un aide Kohen Gadol, il y a le Sgan Kohen Gadol, Nami Aika Melech al-Gabav. D'abord, la Gemara dit, le Kohen Gadol aussi, il a le roi au-dessus. Kohen Gadol, Nami Aika Melech al-Gabav, comme si on va dire, Elazar, il devait rendre des comptes à Moshe, on va dire. Le Kohen Gadol, il a aussi le roi sur le dos. Avodato Kamar. Mais ça veut dire, non, dans les services du Beth Amikdash, c'est lui le boss. Donc, en fait, c'est pas vraiment en fait, qu'on considère que ce soit quelqu'un qui a du compte à rendre à quelqu'un d'autre. Ok, alors il m'a dit, oui, mais on a un vice Kohen Gadol, normalement, Vimas Gan, puisqu'il y a un vice Kohen Gadol qui était de rechange au cas où le Kohen Gadol, il lui arrivait un problème. Alors il m'a dit, non, le vice Kohen Gadol, c'est rien du tout, quoi. C'est comme le vice-président aux États-Unis, c'est tant qu'il y a un président, il est décoratif, quoi. Vimas Gan, Sgan, Lavemounehu, ça veut dire le Sgan, ça veut dire le vice Kohen Gadol, on ne peut pas dire qu'il avait véritablement une mission, qu'il a été vraiment nommé, puisqu'il ne servait à rien. Netanya, Mahabi Hanina, Sgan Kohanim, Sgan Hanina, qui était lui-même le vice Kohen Gadol, il a dit Lama Sgan Memouné, à quoi le Sgan, à quoi le vice Kohen Gadol il sert? Shim Yerabou Psul be Kohen Gadol, c'est que si jamais il y a quelque chose qui est pas mal avec le Kohen Gadol, il peut prendre sa place, mais ça veut dire en fait il est décoratif, il n'est pas vraiment, on ne peut pas dire vraiment qu'il a une fonction. Mais en tous les cas, ce que je veux dire par là, en tous les cas, cette Gemara, en tous les cas, elle permet de comprendre Rashi, parce que la question qu'on avait, c'était que Rashi disait dans la troisième réponse, oui, parce que Pinchas c'était le Mashuach Milchama. Et la question dire en quoi ça répond à la question, puisque la question c'était pourquoi pas Elazar, et pourquoi ce ne serait pas Elazar le Mashuach Milchama. Mais en fait, on comprend, Elazar, il était Kohen Gadol, et le Kohen Gadol, en fait, il ne peut pas être Mashuach Milchama, puisque, comme la Gemara l'explique, le Mashuach Milchama, il fallait qu'il ait quelqu'un qui soit sur sa tête, il fallait qu'il ait des comptes à rendre à quelqu'un. Or, le Kohen Gadol, il n'a pas de compte à rendre à personne, donc il ne pouvait pas être celui qui est Mashuach Milchama. Mais déjà en soi, ça veut dire cette question-là que la Gemara dit, simplement comme quoi le Kohen qui est Mashuach Milchama, c'est-à-dire le Kohen qui doit haranguer le peuple, il doit lui-même avoir des comptes à rendre à quelqu'un. C'est intéressant, ça veut dire la question, elle est de savoir pourquoi ça serait comme ça. C'est bizarre, d'une certaine manière. Et je laisse pour l'instant cette question-là en suspens. Sachant qu'il y aurait une réponse très simple, qui est que si jamais le Kohen Mashuach arrivera à la guerre, ben, il va se rentamer, et donc il va tuer, il va se rentamer, il va être en contact de mort, et donc c'est évident qu'on ne peut pas mettre le Kohen Mashuach en Kohen Gadol, non, ou même Sgan Kohen Gadol. Ouais, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, je vais t'expliquer l'histoire. Ça veut dire, si tu veux la question, en fait, si tu veux, voilà, que j'essaie de rentrer maintenant et que c'est ça ce que je veux dire, etc., c'est vraiment de savoir, est-ce que le Kohen Mashuach Milchama, donc ce Kohen qui était là pour arranger est-ce qu'il participait au combat ou pas, quoi? C'est ça la vraie question, tu vois. Et ça veut dire, on a l'impression, dans Pinchas, on voit clairement dans la suite, dans les Midrashim, qu'il a participé au combat. Et comme tu dis, voilà, il se rend impur, même avec les cadavres des goyim, etc., ça rend impur au contact, etc. Donc, ok, comme tu dis, mais ça veut dire l'idée, c'est qu'en tout cas, l'Agma, elle n'invoque pas le problème que voilà, qu'il doit rester pur, etc. L'Agma, elle invoque simplement le fait que voilà, qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit au-dessus de lui, et c'est pour ça que ça pouvait pas être le Kohen Gadol. En tous les cas, pour moi, ce que je veux dire, c'est qu'on voit qu'il y a une idée comme ça, qu'il faut que le Kohen, qui Mashuach Milchama, il faut en fait qu'il ait quelqu'un au-dessus de lui, et c'est en soi compliqué. Ça veut dire, c'est simplement bizarre. C'est pourquoi est-ce qu'il y aurait cette condition-là. Et si vous voulez, moi, ce que je veux arriver à dire, l'idée à laquelle je veux venir, c'est qu'en fait, à part le fait, ça veut dire qu'en fait, le Kohen Mashuach Milchama, c'est pas nécessairement quelqu'un, en fait, qui était là pour redonner la morale aux autres. C'était quelqu'un, en fait, qui était là pour donner l'exemple aussi, quoi. Et qui devait participer au combat. Et que donc, voilà, et qu'il fallait qu'il y soit, quoi. Et donc, selon moi, tu vois, c'est ce qu'on voit, c'est ce que Pinchas, il a fait dans la guerre de Midian. Donc, selon moi, c'est ça ce que Maïmonide, pour expliquer ce que je veux dire déjà, vous pouvez comprendre en quoi ça répond à la question de Rabbi Yosef Karo, selon moi, c'est que, en fait, Maïmonide, quand il dit que le Kohen Mashuach Milchama, il doit être nommé dans une guerre de mitzvah, c'est Maïmonide, comme on voit bien dans le livre des mitzvot, il dit que le Kohen, il n'avait rien à dire dans une guerre de mitzvah, il ne fallait pas faire de discours. Alors pourquoi est-ce qu'on le nomme? C'est parce qu'en fait, il doit participer au combat et il doit montrer l'exemple. Et sur ça, le Ravad, lui, il dit non. Le Ravad, il dit non. C'est vrai qu'on doit nommer. C'est ça la discussion qu'on a vue entre Maïmonide et le Ravad, c'est que, si tu veux, Maïmonide, il dit en fait, il faut que dans la guerre de mitzvah, il faut qu'il y ait un Kohen qui soit Mashuach Milchama, mais ce Kohen,
en fait, dans la mitzvah, dans une guerre de mitzvah, son rôle, c'est pas de parler, c'est d'agir et de montrer l'exemple. Et le Rava dit non, en fait, le Cohen, il participe pas au combat, mais même dans une guerre de mitzvah, il doit simplement donner de la morale sans donner les exemptions, quoi. Et ça serait ça la discussion qui est entre Maïmonide et le Rava, à mon avis. C'est ça ce que je veux arriver à dire, quoi, on va dire. Je sais pas si c'est clair, je pense que c'est clair. Et en tous les cas, donc. Non, c'est clair. Okay, ouais. Mais en tous les cas, avant ça, je veux dire plus que ça. Sur un truc un plus grand chidouche, vraiment quelque chose en moins grand chidouche. C'est pas de moi, mais voilà, c'est parce qu'il y a des questions et je vais dire la question, voilà, parce que voilà, la question est une grande question. Hein, c'est-à-dire pour aller sur cette chemin, sur cette histoire-là du rôle du Kohen Mashuach Milchama comme étant quelqu'un qui soit actif au combat, etc. Et que ce serait ça son rôle en fait dans la Milchamat Mitzvah. Il y a une super grosse question, je vais expliquer pourquoi. Parce que voilà, en fait, l'Agma, donc ça c'est une Agma dans Zvachim, c'est pas moi qui ai pensé à toutes ces histoires-là, moi je m'inspire hein, de livres, hein, je vais donner après les sources. Encore une fois, je n'ai pas suivi les sources je me suis inspiré en prenant des différentes de ce qu'ils disent, parce que moi j'avais des questions à ce qu'ils disaient, etc. Donc c'est pour ça que je ne vais pas dire, voilà, je m'en fous, on verra à la fin du cours, je dirai les trucs. En tout cas, ce Rav, en tout cas, justement, je ne connais même pas le nom, il s'appelle, je crois, le livre il s'appelle Ar Ephraim, je pense. En tous les cas, il dit, ça veut dire, il pose une question super incroyable. C'est parce que donc la Gemara, elle parlait là-bas, donc c'est une Gemara dans Zvachim, page 101, qui parle a priori un peu d'autre chose, où ça parle donc du jour de l'inauguration du Mishkan. Et le jour de l'inauguration du Mishkan, il y avait en fait, donc évidemment, les deux enfants de Aaron, les deux premiers, les deux plus grands. Ça veut dire, comment ils s'appelaient, Nadav et Avihu. Ils avaient amené, je pense que Nadav et Avihu, je ne sais plus comment ils s'appelaient. Nadav et Avihu, je pense que. Bref, en tous les cas, ils avaient apporté un feu étranger, etc. Hachem n'avait pas demandé, donc ils ont été brûlés sur place. Et ensuite, donc les deux frères qui restaient, Elazar et j'ai oublié comment il s'appelle le dernier, Itamar, je crois. Itamar, ouais. Itamar, donc voilà, donc eux, ils ont porté les corps, etc. Et donc ils étaient à Béaninout, à part qu'ils étaient tamés, en plus de ça, ils étaient en deuil. Donc en fait, il se trouve que tous les corbanotes qui avaient été, enfin une partie des corbanotes qui avaient été apportés le jour de l'inauguration, comme le corban de Rosh Chodesh, le corban de Narshon Ben Aminadav, etc. En fait, personne ne pouvait les manger, donc ils ont été brûlés. Moshe s'était énervé, etc. Et après ça, il avait donné raison à Aaron, etc. Et voilà. Mais la question de l'Agma dit pourquoi les corbanotes ils ont été brûlés. Voilà, il y avait Pinchas, que lui, en fait, il n'était pas de la famille, ça veut dire de la famille plus éloignée, puisque lui, en fait, si tu veux, c'était le fils de Lazare. Donc, en fait, par rapport à Nadav et Avihu, il était un neveu, quelque chose comme ça. Donc, en fait, il n'était pas considéré comme en deuil ni rien, et il n'était pas impur. Donc, lui, il aurait pu manger le corban. Donc, c'est ce que la Gemara demande. Elle demande pourquoi est-ce que Pinchas, il n'a pas mangé le corban. Mais il était assourd à ce moment-là. Enfin, il n'était pas Cohen à ce moment-là. Il a été... Voilà, très bien. Tu as raison, ça va être la réponse de la Gemara. Donc là-bas, la Gemara dit, c'est un Yehuda qui a dit à Rabbi Shimon en disant, voilà, Pinchas, il était là-bas. Donc la Gemara dit, ça va là qu'un Rabbi Elazar, d'Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Rabbi Elazar, donc Rabbi Hanina, Lonit Kahen Pinchas, Ad Sharagol et Zimri, ça veut dire que Pinchas, il est devenu Cohen qu'après avoir tué Zimri. Ça veut dire que Zimri, donc c'était le prince de la tribu de Shimon, etc., avec la princesse, la Kwazini. Mais ça sera pour lui et pour sa descendance après lui une alliance de prêtrise éternelle. Donc, ça veut dire que c'est pas évident que ça voulait dire ça. Il y en a qui veulent. Ça veut dire parce que normalement, il était Cohen parce que son père était Cohen. Mais a priori, donc il faut dire selon cet avis-là, en tous les cas, que au moment de l'inauguration du Mishkan, c'était ceux qui étaient avec ceux qui, voilà, pas tout le monde était Cohen, quoi. C'était Cohen que ceux qui descendaient directement de Aaron, et les petits-fils, ils étaient exclus, et c'était que les enfants qui allaient naître après qui allaient devenir Cohen, mais Pinchas, il était exclu a priori, ce qui n'est pas évident. Et pourquoi on ne peut pas dire simplement que sa mère était pas juive ou convertie, ou tout ça, alors c'était un problème de Keuna, quoi qu'il arrive. Ouais. Okay, ça semble comme ça, non? Ah, j'avais jamais pensé à ça, j'avais jamais pensé à ça.
Ok, ça veut dire, ok, peut-être, tu vois. Je sais pas, parce que je pense pas que c'était un problème avant le don de la Torah, tu vois. Je pense que le problème, tu vois, de la conversion, parce que tu vois bien que, par exemple, Moshe, lui, il a été Meshamesh comme Cohen pendant l'inauguration. Ah, ok, tu vas me dire, lui, il avait été converti. Ouais, ok, d'accord. Mais bon, j'en sais rien, tu vois. Ça veut dire, ok, j'avais pas pensé à ça. Il s'est séparé de sa femme d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok, j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à ça. Je sais pas, j'ai pas vu ça en tous les cas, ramener dans la Gemara comme étant la raison, tu vois. C'est-à-dire ceux qui veulent dire que tu vois, parce que je pense qu'avant le temps de la Torah, c'était pas un problème, parce que tous les Juifs, ils avaient un statut de converti, tu vois, un truc comme ça. Donc je sais pas, tu vois, je pense que le Mais problème. ça se passe après la Torah, le nom de la Torah. Donc c'est tous les niens de Itamar, ils sont au Mishkan déjà, donc les Mishkan, c'est forcément post. Ouais, non, mais le mariage, à mon avis, Pinchas, il était marié avec la fille de Yitro avant le don de la Torah, tu vois. Tu comprends, c'est toutes les filles qui se sont converties avant le don de la Torah, elles avaient pas le statut de converti, quoi. Tu comprends, c'est ça ce que je pense. Mais bon, toi, tu dis ça, c'est possible, tu vois, mais j'en sais rien. Parce qu'on voit pas qu'il a divorcé après, tu vois. C'est ce que tu dis, il aurait dû divorcer et tout ça. C'est pas mentionné dans la Torah qu'il a divorcé après. Tu vois. Bref, tu vois. Ouais, en plus, voilà, je sais pas, en plus, encore une fois, c'est même pas sûr que. Ça veut dire que Alaha, c'est un Cohen, il peut se marier avec une convertie si jamais, si elle s'est convertie, ça veut dire. Si elle bébé. Voilà, exactement, si elle s'est convertie. Si on est sûr qu'elle est vierge, on va aller toute l'histoire. C'est parce que tu vois, c'est le problème tu vois, du mariage avec une convertie, c'est parce que on assume, surtout à cette convertie à un certain âge, qu'elle a eu des relations avec des non-juifs, et ça la rend, c'est la relation avec les non-juifs qui ont une femme non cachée, c'est avec un Cohen. C'est pas le fait d'être converti lui-même. Donc, tu vois, voilà. Bref. Donc, ok, c'est une remarque peut-être, tu vois, mais voilà, tu vois, je pense, voilà, à mon avis, je pense que là, en tout cas, c'est pas marqué dans les commentaires ce que tu dis, ça veut dire ça recherché, tu vois. Peut-être que tu as raison, mais je te dis simplement, voilà, c'est pas marqué dans les commentaires, on voit pas comme si, on voit pas qu'il a divorcé après, ni rien. En tout cas, a priori, maintenant, la raison pour laquelle il n'était pas Cohen au moment de l'inauguration du Mishkan, ça serait parce qu'en fait, quand on a choisi les Kohanim, c'était Aaron et ses enfants, et les descendants de ses enfants à partir de là, tu vois. Mais ceux qui étaient nés avant l'inauguration du Mishkan, ils n'étaient pas Cohen. Et donc c'est pour ça que Pinchas, il était exclu, et donc c'est pour ça qu'on lui a donné une alliance de prêtrise. Mais ça, c'est une explication, tu vois, ça c'est un avis, tu vois, c'est ce que la Gemara cite ici, mais la lecture normale du texte, ça serait plutôt que Pinchas, il était Cohen, c'est ce qu'il pense Rabbi Yehuda, mais sauf que l'alliance de prêtrise dont il est question, c'est d'être Cohen Gadol, tu vois. C'est que lui, il allait devenir Cohen Gadol, et que ses enfants, ils allaient devenir Cohen Gadol par la suite. Mais bon, en tous les cas, la Gemara ici, en tous les cas, elle suit cette idée que Pinchas, il serait devenu Cohen que après avoir tué Zimri, etc. Mais c'est pas ça ce qui nous intéresse, c'est la vie de Rav Ashi, l'auteur de la Gemara, qui semble normalement qu'il est toujours dans l'Alaha. Lui, il dit, non, mais Pinchas, il n'était pas Cohen. Même pas à l'époque où il a tué Zimri, il est devenu Cohen qu'en Israël. Rav Ashi Amar, quand est-ce que Pinchas est devenu vraiment Cohen? Sam Shalom ben Ashvatim. Ça veut dire qu'il est devenu Cohen que quand il a fait la paix entre les tribus. Chez Nehemar, Maishma Pinchas à Cohen, Benessia Eda, Veraché Alpha Israël. Ça veut dire que Pinchas, il a appelé Cohen que à ce moment-là, dans le livre de Josué. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait eu, c'est-à-dire qu'il y avait comment ils s'appellent, la tribu de Réhouven et Shimon, ceux qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, ceux qui habitaient en Jordanie, quoi. Ils avaient fait une réplique du Beth Amikdash pour se rappeler que le Beth Amikdash, il existait et que même s'ils ne le voyaient pas, au moins ils savaient qu'il existait, qu'ils devraient y aller. Et en fait, il avait fallu avoir une guerre, il s'avait failli être une guerre civile parce qu'ils croyaient en fait que c'était un split, que c'était en fait qu'ils avaient fait ce Mishkan pour faire un deuxième Mishkan et pour faire un deuxième pays et se séparer, et que Pinchas, lui, c'est lui qui a réussi à faire la paix en disant non, c'est qu'une reconstitution, c'est pas grave, et tatati et tatata. Et c'est à ce moment-là, en fait, selon Rav Ashi, qu'il a eu le statut de Cohen. Et donc, tu vois, ça veut dire. C'est un truc qu'a fait Onias, non? Comment? Onias, à l'époque du Second Temple, quand il est parti en Égypte, il a fait un. Ouais, ça c'est encore une autre histoire, ouais. Mais si tu veux, ouais. Mais il y a une méca, ok. Ça s'était passé déjà avant, tu vois, à l'époque des Yokia. Mais tu vois, et ça, et Pinchas, si tu veux, il avait, comment dire, un truc, il était intervenu. Et Rav Ashi dit, c'est là où il est devenu Cohen.
Et donc, évidemment, la question que ça pose, c'est que selon Ravashi, comment est-ce que Pinchas, il peut être Cohen, Mashouach Milchama, dans la guerre de Midian, alors qu'en fait, il n'était pas Cohen, quoi. Et en fait, tu vois, et ça veut dire, et ça, en fait, cette question, ça va montrer, en fait, qu'a priori, tu vois, ça voudrait dire, on va voir, il y a plus ou moins des preuves comme ça, de ça à ça. Il y a des autres, vous allez le voir, qu'en fait, le Cohen Mashouach Milchama, en fait, c'est même pas nécessaire qu'il soit un Cohen, en réalité. Ça veut dire qu'en fait, l'idée, c'est que, c'est comme si, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, c'est comme s'il y avait le Cohen, il y a le Cohen qui fait le discours. Et le Cohen qui fait le discours, lui, c'est le vrai Cohen, c'est le Cohen Mashiach Milchama. On va dire, c'est comme si, tu vois, je sais pas si c'est deux Cohen Mashiach Milchama, mais ça veut dire que le Cohen Mashiach Milchama, en tant que participant au combat, et ça veut dire étant comme une sorte de héros militaire, tu vois, qui montre l'exemple et qui harangue et qui motive les troupes. En réalité, une sorte de héros, quoi. En fait, celui-là, c'est pas nécessaire qu'il soit vraiment alariquement un Cohen, quoi. Et ça veut dire, a priori, ce qu'on est obligé de dire plus ou moins selon Ravashi. Et si tu veux, il y a une preuve à ça, plus ou moins, ça, je vais simplement essayer de montrer. C'est que si tu regardes, tu vois, donc j'espère que ça a marché. Une seconde. Pour l'instant, ça load. Ouais. Donc ça, si tu veux, voilà, il y a une preuve à ça, si tu veux, je vais montrer une preuve à ça. C'est quand tu regardes, par exemple, ici, la Mishnah, elle dit, donc ça, c'est une Mishnah dans Yoma. Quand la Mishnah dit donc en fait, parce qu'une des prérogatives que le Kohen Mashiach Milchama il avait, c'est qu'il pouvait donc utiliser le Urim et Tumim. Ça veut dire qu'il pouvait demander à un autre Kohen, en tous les cas, de porter le Urim et Tumim et de répondre à ces questions. Alors que voilà, que normalement, donc si c'est la Mishnah, elle dit, Ve'en Shalin, la Gemara demande d'abord comment est-ce qu'on fait pour aller au Urim et Tumim, etc. Mais à la fin de la Mishnah, il est marqué Ve'en Shalin Ela Lemeler, ça veut dire ceux qui peuvent demander, en fait, le Urim et Tumim, dans la Mishnah, il y a marqué, c'est que le roi, ou l'Av Beddin, ça veut dire le chef du Beddin, ou le Mishat Sibur Sarichlo, et celui dont la communauté a besoin. D'accord? Ça, c'est ce que la Mishnah, elle dit. Maintenant, quand tu regardes, tu vois la Gemara, quand elle cherche, quand elle va expliquer la source de cette Mishnah, 2 pages plus loin, 2 secondes, j'arrive à. C'est l'autre, j'espère que c'est. Tu vois, ça veut dire, voilà, ça c'est la Mishnah. Tout ce qu'on vient de dire, c'était la Mishnah. Et ça, c'est la Gemara. La Gemara dit comme ça, elle dit, Ven Shoalin Ela les Meler, et il n'y a que le roi qui peut demander le Rim Vetumim. Elle dit, Mina Anumile, d'où est-ce qu'on apprend ça? Amarabi Abaou, on avait déjà vu ça une fois, d'Amar Kha, Velifne Elazar à Kohen Yahamod, devant Elazar, qui était donc le Kohen Gadol, il se dressera, Veshalo Bemishpat Urim, et il lui demandera la loi des Urim. Donc il dit, Hu, parce qu'il y a marqué Hu, Zé Ameler, c'est le roi. Vechol Bene Israelito et tous les enfants d'Israël, Zé Mashuach Milchama, c'est celui qui est loin pour la guerre. Vechol Haïda et toute l'assemblée, c'est le Sanhédrin. Ça, c'est ce que la Gemara elle dit pour expliquer la Mishnah. Et tu vois, donc en fait, on se rend compte, en fait, il y a comme une sorte de dichotomie, c'est-à-dire que la Mishnah, elle n'avait pas parlé du Mashuach Milchama. La Mishnah, elle avait dit le Nasi, elle avait dit le Rosh Beddin. Je peux remettre la Mishnah si vous voulez. Anishanin Ela le Meler, ou l'Av Beddin, ou le Mishat Sibur Sarichlo, celui dont le Tzibur a besoin. Et donc, ça veut dire que la Gemara identifie le Kohen Mashiach Milchama à celui dont le Tzibur a besoin. Et donc, ça voudrait dire, tu vois, en fait, que, par exemple, Pinchas, comme c'était quelqu'un qui avait tué, Cosby, etc., donc c'est un héros dans cette guerre. Donc, en fait, et c'était lui, en fait, qui montrait la motivation, etc. Ça dépendait pas, en fait, ça devenait le Kohen Mashiach Milchama, même s'il n'était pas Cohen, parce qu'en fait, la définition du Cohen Mashiach Milchama, en tous les cas, pour cet attribut-là, d'être, celui qui montre l'exemple et qui va participer au combat et qui va être le héros de la guerre, en fait, ça veut dire, sa définition, c'est Mishat Sibur Sarichlo. Et on voit que la Gemara, elle a traduit cette histoire de Mishat Sibur Sarichlo comme, je reprends quand je remets la Gemara, comme Mashiach Milchama. Ça, c'est la Gemara. Que Zemeler, ou Zemeler, Mohamed Israël, Zé Mashiach Milchama. Le Holaïda, c'est Sanhédrin. Mais ça veut dire, on voit que la Gemara, elle a transmis, elle a translittéré, ça veut dire, elle a expliqué la Mishnah qui disait celui que le Tzibur a besoin, comme Mashiach Milchama, et donc peut-être c'est pas nécessairement un Kohen. Ce que je veux dire, tu vois, un autre, si tu veux, voilà un autre truc qui va dans ce sens-là, ça veut dire, attends là, un truc, c'est que tu vois, c'est parce que quand on regarde bon, j'ai pas tout le truc, ça c'est le Mishneh le Meler, mais c'est-à-dire en fait que dans l'histoire, c'est que quand David il s'est réfugié dans la ville de Nov,
en fait, le Rosh Bedin qui l'accuse de trahison, il lui dit, mais il a demandé, et donc il demande de tuer le Kohen Gadol qui a, si tu veux, qui a aidé David. Il lui dit, oui, David, il a demandé au Urim Betumim, et le Kohen Gadol, il a utilisé le Urim Betumim pour lui répondre. Parce que le passage qui dit, Vaïshal lo Bachem, il a demandé pour lui Bachem. Et le Midrash, il explique, tu vois, ça veut dire quand il explique ce que c'est, comment il s'appelle, c'est Doeg Adomi, qui est le Rachav Bedin, qui dit ça à Shaoul pour dire comme quoi, en fait, le Kohen Gadol de la ville de Nov, qui était venu, David, quand il était parti prendre refuge là-bas, il lui dit, voilà, il a demandé le Rim et Tumim, Veshasao Melech. Donc il l'a traité comme un roi, les filles Shani Shalim Elan Melech, puisqu'il n'y a qu'un Melech, il n'y a qu'un roi qui peut demander le Rim et Tumim. Donc c'est une preuve que le Kohen Gadol, il était dans la rébellion contre toi, contre Shaoul, et qu'il a aidé David. Et sur ça, ils lui ont répondu les deux généraux, Avner Vamasa, Tnan Keshem Shinishalim la Melech. Il y a marqué dans la Mishnah que de la même manière qu'on peut demander le Rim au roi, Kach Nishalim le Mishetzaech Hatzipour. Ça veut dire que tout celui qui a le Tzibour, il a besoin. En fait, il est considéré, il peut demander le Rim Tumim. Et si tu regardes dans le Mishnah Melech, il dit avant, il dit Ulfize En Safek chez David, Yesh Lodin Mashuach Milchama. Ça veut dire qu'en fait, David, comme tu vois, du fait qu'on voit que le Kohen Gadol, il avait utilisé le Rim Betumim pour répondre à sa question alors qu'il n'était pas roi, puisque c'était Shaoul le roi, en fait, ça veut dire que David, il avait le statut de Mashuach Milchama, ce qui dit le Mishnah Melech, etc. Donc ça veut dire qu'en fait, même qu'il n'était pas Kohen, en fait, c'est le Kohen Mashuach Milchama dans une guerre de mitzvah, en fait, c'est un héros, quoi. C'est quelqu'un, en fait, qui, voilà, comme David, il avait pris, comme Pinchas, il avait attaqué Cosvi et il avait tué le prince de Shimon. David, lui, il avait attaqué Goliath, etc. Et donc, il s'était montré comme étant le héros qui prenait le devant pour attaquer. Donc, en fait, il devenait un Kohen Mashuach Milchama, même s'il n'était pas, en fait, Kohen. Et ça veut dire, donc ça montre un deuxième. Donc, ça veut dire, en fait, ça montre vraiment un autre rôle, tu vois, du Kohen Mashuach Milchama, qui est pas en fait d'être quelqu'un qui dit la morale aux autres, etc. Mais surtout quelqu'un en fait, tu vois, qui participe au combat et qui montre l'exemple. Et ça, c'est dans une Melchemet Mitzvah, etc. Et, ça veut dire, bon, je peux montrer encore un autre exemple où on voit ça. Ça veut dire ici, donc ça veut dire c'est la Gemara dans Orayot. Voilà, ça marche pas. Mais en tout cas, donc ça veut dire, c'est dans la Gemara dans Orayot, je peux le dire à l'oral, mais quand la Gemara elle dit en fait, si on doit sauver soit le Kohen Gadol ou soit le Mashuach Milchama. La Gemara dit en fait qu'il faut sauver d'abord le Mashuach Milchama parce que le peuple il a besoin de lui. Et donc et là-bas Rashi il explique oui parce qu'il organise la guerre. Et le Roche aussi, donc ça veut dire que le Kohen Mashuach Milchama c'était pas simplement quelqu'un qui faisait la morale et qui devait dire des discours. C'était en fait quelqu'un en fait qui devait participer à la guerre, qui organisait la bataille, etc. Et qui avait un rôle, si tu veux, de héros national dans la guerre, quoi, quelque chose comme ça. Et c'est comme si tu vois là. Mais ce que je veux dire, donc bon, je vais laisser tomber cette grammaire peut-être, mais je vais simplement dire un dernier passage parce que c'est lié à ce qu'on a étudié dans ma série Kiddushin, bien que en fait j'ai pas réussi, donc je sais pas, je vais essayer de faire screen avec ça, je sais pas si j'y arrive en fait. Une seconde, je vais voir. Exactement. Une seconde. Parce que là, c'est vraiment, là, ce passage, il reste vraiment. Ce que je vais vous montrer, c'est quand même assez bizarre, mais je vais y arriver. Voilà, j'espère que c'est clair, j'espère que vous voulez voir. Mais donc, en tous les cas, parce que je ne l'ai pas trouvé en édition, un truc électronique. Donc, ça veut dire, ça, c'est le Mordéchi, à la fin du. C'est parce que heureusement, vous n'avez pas ça. Ça veut dire, c'est le Mordéchi à la fin du 7e chapitre de comment ça s'appelle, de Gittin. Et donc, en fait, donc là-bas, si tu veux, le Mordéchi, il se pose simplement une question en ce qui concerne un Cohen. Si jamais en fait il veut parce qu'un Cohen il n'a pas le droit de se marier avec une divorcée, mais que donc ça veut dire qu'il divorce sa femme à condition. Ça veut dire comme par exemple les soldats de l'armée de David ils faisaient, où ils disaient voilà si jamais il meurt en guerre, alors elle se retrouve divorcée rétroactivement. Et la question elle était de savoir c'est est-ce qu'un Cohen il peut rester à vivre avec une femme comme ça en ayant un contrat de divorce qui soit en fait à condition.
et qui soit valide rétroactivement. Ok, donc en tous les cas, la Gemara, elle dit, je vais essayer de... après, bon, il a apporté une preuve sur tout ça, etc. Il dit à un moment, il dit comme ça, donc la femme du Mordechai, il dit ça, c'est un truc super étrange, il dit comme ça. Il dit, Omnam en la viraya, mais il n'y a pas lieu d'apporter une preuve. Mikol Ayotse, les Milchamet Bet David, que tout celui qui allait dans la guerre de Milchamet Bet David, donc dans la guerre de l'armée de David, qu'ils écrivaient chacun un contrat, un divorce à leur femme, à condition que s'ils ne revenaient pas de la guerre, ils se retrouvaient divorcés rétroactivement. Et on pourrait dire, voilà, des Agam Kohanim Ayu Imahem, parce que certainement il y avait des Kohanim qui aussi faisaient ce guet ou qui faisaient partie de l'armée, ou le Kol HaParot, et au moins, Sarek Liot Imem Kohen Echad, il fallait qu'il y ait au moins un Kohen, à Koré, Miaïch Ayare Verach Alevav, qui lisait en fait ce passage, qui disait qui est l'homme qui a peur et qui rentre chez lui, etc. Et donc il dit voilà, donc il dit a priori, donc déjà on a l'impression que le Mordechai, ici en tous les cas, il pense que c'est sûr que le Kohen qui faisait, donc qui haranguait la foule, en fait, il devait aussi participer au combat, puisqu'il dit voilà, il devrait écrire un contrat de divorce à sa femme au cas où il ne revient pas. Donc s'il faisait que dire des discours, il n'y a aucun danger, quoi. Mais ça veut dire en tous les cas, donc ça veut dire que donc ok, là on voit de là qu'il devait, ça veut dire qu'il devait participer au combat et c'est pour ça qu'il devait faire un guet comme ça à condition. Mais la suite de Tosfot, elle est vraiment bizarre. Parce que je sais pas si vous, et là, je vais dire du Mordechai, elle est bizarre parce que, mais c'est lié à quelque chose qu'on a étudié ensemble dans Kiddushin, c'est le cas avec Sacha et Valentin. Je sais pas si vous vous souvenez dans la Torah, elle nous parle de la Yefat Toar, ça veut dire la Yefat Toar, on va dire, c'est une femme que, voilà, qui est captive, etc. Et que, on dit qu'un soldat juif, il peut plus ou moins avoir des relations avec elle une fois sans qu'elle soit convertie, et après il peut la convertir, etc. Et la Gemara dans Kiddushin, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais, c'était une barloquette, c'était le vidéo de Rachir, c'est ça? Ouais, est-ce que oui, une fois ou pas, etc. Mais là où il y avait une discussion, c'était est-ce que ça s'applique aussi à un Cohen? Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que la Gemara était restée sur un tégo. Et il y avait la question de savoir si le Cohen participait à la guerre. Ouais, c'est pas, alors c'est pas, en tous les cas, est-ce que la fin de Yefat Toar, elle s'applique à un Cohen? Puisque tu vois, l'idée, c'est que pour un juif, le fait d'avoir des relations avec une femme non juive, ok, tu vois, c'est un interdit d'ordre rabbinique ou whatever it is, tu vois, mais en tous les cas, c'est pas la fin, c'est-à-dire c'est un interdit, mais c'est pas la fin du monde, quoi. Pour un Cohen, c'est plus grave, puisqu'un Cohen, lui, il a pas le droit d'avoir des relations avec une femme non juive d'après la Torah, etc. Et donc, la Gemara se demandait est-ce que la permissivité de la Yefat Toar qui est marquée dans la guerre, est-ce qu'elle s'applique aussi à un Cohen ou pas? Et la Gemara, elle reste dans le doute là-dedans. D'accord? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et la Gemara, elle dit c'est un tékou. Elle reste sur un tékou, en disant que c'est quelque chose qui est douteux, elle ne sait pas. Et lui, le Mordechai, il dit un truc super bizarre, il va apporter une preuve de ça, il dit Vidimken, Masha, la Talmud, Berakama de Kiddushin, qu'est-ce que qu'est-ce que la Gemara demande dans le premier chapitre de Kiddushin, Kohen Mou Beyefat Toar. Est-ce que le Kohen, il peut avoir une relation avec une Yefat Toar, ça veut dire avec une fille qui a été captive dans la guerre? Tibouklé des Kohen Ayab et Milchama, déduisant que le Kohen, il était dans la guerre. De Gam Kohen Mashouach Milchama, de Gam Kohen Mashouach Ayab et Milchama. Puisque même le Kohen Mashouach, qui était loin pour la guerre, il faisait partie du combat. Tu vois, alors tu vois, mais ça veut dire quoi? Ce qu'il veut dire? Il veut dire, ok, c'est pas parce qu'il y a des Kohanim qui faisaient partie de l'armée, justement, c'est ça la question de la Gemara. Ok, ils faisaient partie de l'armée, mais comme pour eux, il y a un interdit supplémentaire à avoir des relations avec une femme non juive, alors la Gemara se demande est-ce que pour eux c'était permis ou pas, et est-ce que la Torah, quand elle a permis que pour un juif, pas pour un Kohen. Tu vois, mais lui, il semble dire, mais si les Kohanim ils participaient au combat, c'est sûr que pour eux c'était permis. Et pour lui, tout le doute de la Gemara, c'est juste de savoir est-ce que les Kohanim participaient au combat ou pas. Et c'est bizarre, tu vois, ça veut dire c'est super bizarre. Et tu vois, mais est-ce que ça veut dire pour moi... Pourquoi c'est super bizarre, Rav? Parce que qu'est-ce qu'on pense habituellement, c'est que les Kohen participent au combat ou pas? Moi, avant de regarder ce Mordechai, moi, j'aurais jamais eu aucun doute que c'est sûr que les Kohen pouvaient participer au combat. Ok, il y a le problème de l'année, etc. Et que pour moi, le doute de la Gemara dans Kiddushin, c'est juste de savoir que puisque eux, ils ont un interdit supplémentaire d'avoir des relations avec un non-juif, parce que c'est un lieu de prostituée, plein de trucs comme ça. Donc pour les Kohanim, c'est un Doraïta, c'est un interdit de la Torah. Donc la Gemara se demande est-ce que la permissivité que la Torah elle a mis pour le soldat juif,
est-ce qu'elle s'applique aussi au Kohen? Ouais. Tu vois, pour moi, c'était ça le sens de la Mais Gemara. moi j'avais un souvenir de, je sais plus, dans un cours que vous nous aviez donné, que le Cohen il était de facto dispensé de la guerre et qu'il allait à la guerre que si, enfin, il avait la permission d'y aller. Mais il était plus exempté et si jamais il voulait y aller, il y allait. Non, je sais pas. Un truc comme ça que je me souvenais. Ça fait sens, bon, pas à cause de l'histoire de se purifier, mais ça fait sens. Mais c'est pas, moi, je ne me rappelle pas, tu vois. En tous les cas, ici, comment il s'appelle, le Mordechai, en tous les cas, qui est un auteur, tu vois, du Moyen-Âge super important. Tu vois, ça veut dire, tu vois, bref, c'est un des derniers auteurs allemands du Moyen-Âge, le dernier la Tosfot, si tu veux. En tous les cas, lui, tu vois, lui, il semble dire ça. Lui, il semble dire, est-ce qu'il a déjà un doute, Bechal, est-ce que les Kohanim y participent au combat? Et pour lui, il veut dire, ouais, en fait, il n'y a que le Kohen Mashouach Melchama, peut-être c'est le seul Kohen qui participe au combat. Et lui veut prouver en disant, et du fait que la Gemara a un doute, est-ce qu'on lui permet la Yefatoire ou on ne lui permet pas la Yefatoire? Ça veut dire que sûrement il ne participait pas au combat. Parce que sinon, il n'y aurait pas de doute que ça aurait été permis. C'est ça ce qu'il dit. Et pour moi, ça me paraît super bizarre. Parce que tu vois, ça veut dire, pourquoi si jamais il participait au combat, pourquoi d'après toi, il n'y a pas de doute que ce soit. Pourquoi c'est sûr, pourquoi pour lui c'est évident que s'il participe au combat, on lui permet la Yefatoire, malgré le fait qu'il soit Cohen. Justement, c'est ça le doute de la Gemara. La Gemara a dit, comme il a des interdits supplémentaires, donc pour lui, peut-être on ne lui permet pas. La Torah, elle a parlé que d'un Israël, pas d'un Cohen, tu vois. Mais ce que ça veut dire, moi je t'expliquais, moi ce que je veux dire, moi ce que je comprends de cette histoire-là du Mordechai, que c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure, que le Kohen Mashouach Melchama, il faut qu'il ait quelqu'un qui soit sur la tête, ça veut dire qu'il doit lui-même avoir des comptes à rendre à quelqu'un. C'est parce que tu vois, en fait, ça veut dire que l'idée, c'est qu'il doit être un soldat comme les autres, tu vois. Et donc, c'est si jamais, même par rapport à ça, c'est si jamais la Yefat Torah, elle est permise pour les soldats, alors pour lui aussi, elle doit être permise. De la même manière que tu vois, ça ne peut pas être le Kohen Gadol parce qu'il faut qu'il ait quelqu'un qui lui donne des ordres, parce que ça veut dire, en fait, il faut que ce soit un soldat, il faut qu'il soit lui-même quelqu'un qui soit qui soit lui-même, tu vois, sous les ordres de quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire, et donc ici, le Mordechai, j'ai l'impression que lui, il pousse le raisonnement au point de dire que, et si jamais il participe au combat, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir un doute, est-ce qu'on lui permet une fatwa ou pas, parce que comme il est un soldat comme les autres, c'est sûr qu'on lui permet. Et donc, lui dit que si la Gemara a un doute dans Kiddushin, c'est rien que pour savoir, parce que peut-être qu'il ne participait pas au combat. Tu vois, c'est ça ce qu'il dit. Il dit que le doute, c'était, il dit, la Vadaï Loka est allé, donc ça ne parle pas de lui, la Gemara n'est pas sûre des schémas Ayachoser les Beto, parce que peut-être le Kohen Mashiach Milchama, il ne participait pas au combat. Il rentrait chez lui, mais il rentrait pas il faisait pas partie, en fait, si tu veux, ça veut dire de l'organisation de la guerre, pour en parler. Tu vois, mais en tous les cas, bref, mais ce que je veux dire, tu vois, pour moi, tu vois, ça veut dire, le fait que le Mordechai est très étrange, mais pour moi, ce que le Mordechai veut dire, c'est que ça veut dire que le Mashiach Milchama, dans son rôle, qui n'est pas de dire des discours, mais qui est de montrer l'exemple, et si tu veux, tu vois, ça veut dire d'être un héros, si tu veux, comme David avec Goliath, comme je sais pas, comme Pinchas avec Cosbi Batsou, etc. Et qu'on leur dit, maintenant c'est toi qui va, ça veut dire, qui va avec l'armée, qui participe, que tu es le héros de l'armée, qui va motiver les autres, qui va montrer l'exemple. En fait, tu vois, c'est-à-dire, non seulement, a priori, on voit que c'est pas clair que ça doit être un Kohen à l'Afrique, mais qu'en plus de ça, on voit qu'en tous les cas, pour ça, une autre idée, comme je vous ai dit, qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui a des ordres, ça veut dire qu'il y a des gens qui lui donnent des ordres, ça voulait dire en fait qu'il faut que ce soit un soldat comme les autres, et si jamais en fait, et c'est pour ça que ça ne pouvait pas être le Kohen Gadol, mais même au point que le Mordechai dit que si jamais on permettait la Yefat Torah aux soldats, c'est sûr que pour lui aussi ça devait être permis, parce que sinon ça veut dire que c'est pas un soldat comme les autres. Tu vois. Et ça veut dire, pour moi, c'est un truc incroyable, tu vois, ça veut dire, c'est un ridou, je sais pas ce que je veux dire. Mais voilà, tu vois, ça veut dire, en fait, voilà, donc, à part ça, donc maintenant, j'ai fini le cours que je voulais dire. Là, je suis désolé, moi, il faut vraiment que je filme. Je vais simplement, je vais que résumer maintenant. Alors, j'écoute ça à l'enregistrement, ça vous dérange pas à la fin? Ouais, c'est bon, voilà, c'est fini. Excusez-moi, parce que. Non, mais voilà, tu as écouté tout. Si tu as compris ça, tout compris, je vais simplement faire un résumé maintenant. Ah, super, merci beaucoup. Avec statement de 2 minutes, tu vois, c'est-à-dire. Je voulais simplement. J'écouterai ça alors. Merci beaucoup, bye bye. Toda Rabba, c'était très fort. Très intéressant. En tout cas, donc je reprends, je fais simplement le résumé pour faire un restatement. Donc, on a commencé avec Monide qui parlait, qui parle de la mitzvah, donc du Kohen Mashouach Milchama, qui normalement dans la Torah, quand on lit le texte, tout ce qu'il doit faire, c'est simplement haranguer les foules et simplement les motiver en leur disant de la morale et leur donner aussi des exemptions que s'ils ont peur ou si jamais ils vont se marier ou je sais pas quoi,
qu'ils sont exemptés d'aller à la guerre. Et a priori, cette mitzvah dans le texte de la Torah, ça parle d'une guerre facultative et pas d'une guerre de mitzvah. Mais Maïmonide, dans le chapitre 7 de ce qu'on est en train d'étudier, dans le passage de Maïmonide qu'on est en train d'étudier, chapitre 7 halakha 1, il dit qu'on nommait un Kohen qui était loin pour la guerre, même pour les milchamot de mitzvah. Donc, a priori, ok. Donc, et le Ravad, il dit, oui, a priori, on a dit, le Ravad, qui est Abraham Ben David, qui est un contemporain de Maïmonide, qui a écrit des objections sur Maïmonide, il dit, oui, si jamais, en fait, on mettait un Kohen moins pour la guerre dans la guerre de mitzvah, c'était uniquement pour donner la morale, donc la première partie du discours, qui est un discours de motivation, pas pour donner les exemptions. Et Jean-Sar Rav Yosef Karo, il avait dit, mais je ne comprends pas, c'est quoi la discussion entre Maïmonide et le Ravad? Puisqu'a priori, si Maïmonide il pense que dans une guerre de mitzvah, on met un Kohen qui est loin pour la guerre, certainement aussi tout ce qu'il doit dire, c'est le discours de motivation et pas les exemptions, puisque les exemptions, elles n'existent pas dans une guerre de mitzvah. Donc moi, après ça, j'ai ramené donc Maïmonide dans le livre des mitzvot, qui disait clairement que dans une guerre de mitzvah, le Kohen, loin pour la guerre, il ne devait rien dire. Donc c'était complètement contradictoire, mais ça montrait en fait, c'était un indice pour dire voilà, en fait, la discussion qui entre, c'est sûr que donc, selon Maïmonide, quand Maïmonide il dit que le Kohen qui était loin pour la guerre, il intervient dans une guerre de mitzvah, c'est pas qu'il devait dire quelque chose, comme il dit le Ravad. Donc qu'est-ce qu'il devait faire? Donc j'ai pris l'exemple, on a vu l'exemple de Pinchas dans la guerre de Midian, où c'était une guerre de mitzvah, et on nous dit que Pinchas était un Kohen qui était loin pour la guerre, et là-bas on voit qu'il dit rien, qu'il est simplement, puisque les soldats ils ont déjà été, comment dire, sélectionnés avant, etc. Et lui va simplement participer au combat et pour donner l'exemple. Et donc, j'ai dit que le Kohen Mashmach Milchama, donc le Kohen loin pour la guerre, dans une guerre donc de mitzvah, il n'est pas là pour parler, selon Maïmonide, il est là pour donner l'exemple, et c'est en ça qu'il y a une discussion avec le Ravad. Ensuite, j'ai expliqué en fait qu'on voit que cette histoire-là du Kohen qui donne l'exemple, qui est appelé Kohen Mashmach Milchama, c'est possible que ça ne soit pas un Kohen halachique, puisqu'on voit en fait que le Kohen Pinchas, selon Ravashi, il n'avait pas le statut de Kohen au moment de la guerre de Midian. Et on voit aussi que, par exemple, le roi David, il avait alors qu'il n'était pas encore roi, lorsqu'il était qu'un général de l'armée de Shaoul, il a demandé l'Urim et Tumim, et le Kohen Gadol lui a demandé, il a répondu par l'Urim et Tumim, alors qu'il n'était pas roi ni rien, ni Kohen, mais simplement que comme c'était le héros de la guerre, donc en fait, il prenait le statut de Kohen loin pour la guerre, même s'il n'était pas vraiment Kohen halachiquement. Ensuite, j'ai expliqué qu'en fait, la raison pour laquelle on a vu une autre halakha que le Kohen qui était loin pour la guerre, il ne pouvait pas être un Kohen Gadol parce qu'il fallait qu'il ait des comptes à rendre à un supérieur. Et pour moi, cette idée, ça voulait dire que ça devait être un soldat comme les autres. D'une certaine manière, c'était celui qui donnait l'exemple, il devait être un soldat comme les autres. Et on voit cette idée les pousser très loin dans le Mordechai, à la fin du 7e chapitre de Gittin, où le Mordechai semble dire que si jamais le Kohen y participait au combat, c'est sûr qu'on devait lui permettre une Yefat Toar, même qu'il était Kohen et que pour lui c'était un interdit plus grave, et que tout le doute de la Gemara, si ça s'applique à un Kohen, c'est simplement de savoir si le Kohen y participait au combat ou pas. Mais s'il participait au combat, c'est sûr qu'on lui permettait une Yefat Toar. Et a priori, c'est étonnant, puisque pour un juif, la Yefat Toar, c'est qu'un interdit rabbinique, alors que pour un Kohen, c'est un interdit de la Torah. Et donc, comment comprendre ce Mordechai? C'est en fait l'idée, c'est parce qu'on voit que Mordechai pousse cette idée comme quoi le Kohen Mashmach Milchama doit être un soldat comme les autres, donc il ne doit pas avoir un statut différent, même sur l'idée que si on permet une Yefat Toar à tous les soldats, on doit la permettre aussi au Kohen Mashmach Milchama. Et comme on a vu qu'il devait être un soldat, puisqu'il ne pouvait pas être un Kohen Gadol, il fallait qu'il ait quelqu'un à des comptes à rendre. Donc voilà, donc pour moi, c'était simplement cette idée de voir que dans la Torah, on sort une nouvelle idée, a priori selon Maïmonide, etc., que en fait, c'est pas simplement qu'il y a un Kohen qui est loin pour dire la morale, mais qu'il y aurait une sorte d'idée qu'il faudrait qu'il y ait un héros de guerre, en tous les cas dans les guerres de mitzvot, qu'il faudrait, comme si tu veux, désigner quelqu'un qui est plus courageux que les autres ou qui a fait preuve de courage et lui donner comme une sorte de statut, même si c'est avec les autres soldats, mais si tu veux, comme lui donner une sorte de place comme Pinchas, qui a été nommé pour dire voilà, tu vas mener les guerres au combat, bien que ce n'était pas lui le général qui organisait les batailles ni rien, mais ça veut dire c'est un héros de guerre, quoi. C'est un héros national, comme si tu veux, et David, il avait ces mêmes statuts, etc. Et que voilà, que ça semblerait être une sorte
des mitzvot de la Torah. Ça faisait partie, en fait, des mitzvot de la Torah d'avoir un Kohen Mashiach Milchama. C'est d'avoir comme une sorte de super soldat, comme ils ont Captain Américain ou des trucs comme ça. Tu vois, tu vois, ça veut dire qu'il symbolise, si tu veux, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire. Un panache blanc, quoi, en quelque sorte. Voilà, un panache blanc, des héros nationaux. On a l'impression voilà, qu'il y avait une idée d'avoir des héros nationaux quoi, qui soient sur le champ de bataille, qui étaient montés en épingle et qui Héros, R-A-U-L-T ou R-O-S? Je pense que c'est ouais, ça veut dire non, oui, des héros, ça veut dire c'est pas héros, pas des héros qui sonnent avec qui amènent des nouvelles, des héros qui sont des héros. Ça veut dire qu'ils sont des exemples et qui, tu vois, qui sont voilà, et c'est tout. Je pense que c'est ça l'idée. En tous les cas, selon Maïmonide, et ça, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire voilà, sur ce sujet-là. Voilà, voilà. Il y a beaucoup de sources à ça. C'est-à-dire, encore une fois, c'est pas mes idées à moi uniquement. Ça veut dire, c'est des idées des auteurs que je peux vous montrer, mais moi, je vais pas vous prendre la tête. C'est leur Ephraïm, enfin, des auteurs voilà, du 19e siècle, à peu près, la plupart. Voilà. Bon, il faudrait commencer un quart d'heure plus tôt pour que Valentin puisse rester jusqu'au bout. Ouais, c'est moi aussi, j'ai un petit peu en retard aujourd'hui. Hein. Je sais, mais ça me prend du temps aussi à préparer, c'est tout. Hein. Ça veut dire, moi, je commence dès que Shabbat ça se termine, je commence à préparer. Oui. C'est ça. Merci. Shavua tov et que des bonnes choses. Shavua tov et que de bonnes choses. Est-ce que vous avez remarqué qu'un truc, c'est quand même que quand on a demandé pour les otages les comptes, le nom de ceux qui vont être libérés, c'est juste pour la paracha Shemot. Ah, d'accord. Je trouve que c'est pas un dévoilement avec un grand D, ça. Ah ouais, non, c'est sûr. C'est un dévoilement pour ceux qui le voient. Non, C'est tellement. Je comprends que les gens ne le voient pas, parce que c'est tellement aveuglant comme dévoilement. Ouais. Non, c'est sûr. Mais j'ai attendu, même à chez nous, là, à la Soule et tout ça, j'ai rien dit sur ce sujet. J'en ai parlé uniquement à ma femme, et c'est tout. Mais là, je me dis, je vais demander quand même, en aparté avec, pour voir un peu, est-ce que vous avez entendu cette relation dans votre nom? Non, j'ai pas entendu. C'est tellement évident. Shemot, ils veulent les noms. Les noms, sinon on s'arrête. Et Shemot, et les noms. Ouais. Non, Voilà. En tout cas, si tu veux avoir, si vous voulez, sur ça, c'est parce qu'on dit que les schémas, qu'est-ce que ça veut dire que les noms des enfants d'Israël, pourquoi est-ce qu'on nous parle, puisqu'on nous parle des noms d'Hachem, puisqu'on nous dit voilà, il y a le nom d'Hachem qui était comme ça, Hachem il s'est dévoilé avec ce nom, etc. Et en fait, l'idée, c'est dans le Sefer du Maggid, c'était l'ange qui s'est dévoilé au Rabbi Yosef Karo, qui va expliquer en réalité que ça veut dire que chaque juif, dans son nom, chaque juif, par son nom, c'est un nom d'Hachem lui-même, puisque c'est un ange d'Hachem et c'est un envoyé d'Hachem. Et en fait, donc, il est comme son nom, en fait, il représente en réalité une mission en quoi il est lancé. Bien sûr. Chacun, quel qu'il soit loin ou qu'il soit proche. Ouais. C'est terminant. Moi, j'ai discuté, j'étais en avion en revenant d'Israël. Il y avait un gars qui est au-dessus, qui était devant, placé sur le fauteuil en face d'une femme d'un certain âge. Et le type était un religieux en face, devant elle. Et comme il a poussé son fauteuil pour se reculer, pour se mettre en position relax, elle a poussé le fauteuil en disant « Mais qu'est-ce que vous m'embêtez ?» Ça m'a étonné de la part d'une personne âgée. Et je lui ai dit, dites-moi, la façon dont vous avez parlé avec cette personne, vous savez que nous sommes tous. Si vous voyez Macron qui vous envoie quelqu'un, par exemple, vous le respecterez, ce quelqu'un, puisqu'il vient de Macron. Et c'est chaque personne que nous sommes tous des représentants d'Akadosh Baruch Hu. Vous ne pouvez pas parler comme ça à cet homme, quel qu'il soit. On est des représentants d'Akadosh Baruch Hu sur Terre. Vous êtes. Nous, je suis, il est, nous sommes, ils sont. Et c'est ça ce qui m'a. Elle m'a dit, ah, voilà, mais vous êtes enseignant? Je dis, non, je suis pas enseignant.
Bon, voilà, c'est tout. Je ne vais pas vous retarder plus longtemps. Et bien, moi aussi, j'ai encore plein de choses à faire ce matin. Ok, les Tafayomi, et ça prend du temps. D'ailleurs, oui, la gymnastique aussi. Je suis en train de faire la gymnastique. C'est pour ça que j'ai arrêté l'image. Ah, ok, en plus, J'ai arrêté l'image simplement parce que je fais avec les poids et haltères, je fais les abdominaux, j'ai l'assouplissement et je vous écoute en même temps. c'est sûr, c'est sûr. C'est ça, Obligé. ah, 20 minutes tous les matins et un peu plus avec le rameur et le ouais. vélo, et 50 minutes quand je peux, je travaille pas le matin. Non, c'est obligé. C'est obligé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ouais, je pense que plus qu'obligé, mais moi, je le fais plus parce que moi, je vais le faire, je vais recommencer parce que j'ai des Il problèmes. faut le faire. Il faut Ouais, le non, faire. c'est sûr, C'est c'est sûr. sûr. Et ce que je veux dire, Écoutez, oui, c'est que dans la paracha, justement, de Motsai Shabbat, on lit les passages d'Eliyahu Hanavi, et quand Eliyahu Hanavi, en fait, quand il monte dans le ciel, en ça, il fait un peu le tour d'Israël, il est avec Elisha, il lui dit, Hachem il m'a dit d'aller à Jéricho, il va à Jéricho, après Hachem il m'a dit d'aller à Bethel, il va à Bethel, Hachem m'a dit d'aller en Jordanie, il va en Jordanie, et à la fin, c'est là où il traverse le Jourdain et il s'envole dans un champ céleste. Mm. Et les commentateurs, ils demandent, mais pourquoi Hachem il lui a demandé de tellement bouger? Alors, ils disent, en fait, il y a un des commentateurs qui dit, en fait, que pour avoir une élévation spirituelle, il faut bouger physiquement, il faut faire des efforts Bien physiques. sûr, bien sûr. Et que pour arriver à monter en fait dans les chars célestes, il fallait qu'il fasse tout le tour d'Israël pour justement faire un effort physique pour pouvoir monter spirituellement. Donc voilà. Mais c'est sûr que cet effort physique que je fais tous les matins, ça me porte. C'est sûr, il n'y a pas de doute. C'est capital. Et par exemple, en Israël, avec les petits-enfants, là, ils m'ont vu, il y avait un truc, ils avaient fait un grand puzzle. Et pour avoir un grand puzzle, il fallait prendre quelque chose pour le transporter dans une table. Moi, j'ai carrément pris la table, je l'ai montée, et après, 2 heures, 2 jours après, mon petit-fils me dit, ah papy, comment tu as fait pour me prendre cette table-là? Mais je dis, mais c'est normal. Et il pensait que j'allais casser le dos. Mais non, j'ai les muscles paravertébraux qui sont entraînés tous les jours. C'est ça. En fait, c'est important. Les abdominaux, les paravertébraux et tout, c'est important. Quand ils prennent les balaises, quand ils me demandent pour faire la kuba, vous savez, pour monter, parce qu'ils savent que je peux faire sans problème. Et, bon, à la fin, j'ai dit arrêtez, passez aux autres quand même. Je ne veux pas trop monopoliser parce que il y a pas, il y a d'autres. Faites profiter d'autres. C'est important la kuba, non? Bien sûr, il y a marqué Noten Srarkulam, il prend le salaire de tous ceux qui sont montés, ce qui est marqué. Je ne sais Oui, pas bien pourquoi, sûr. mais C'est je ce sais que pas j'ai pourquoi. entendu, ce que j'ai entendu après coup. Et quand j'ai su que l'après coup, c'est au-dessus de tous ceux qui sont montés, je me suis dit, laissez-les aux autres. Et oui, c'est Je ne sais pas sûr. pourquoi, Bon, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Il y a marqué comme ça dans le Midrash, il y a marqué dans la Galacha que Notel Srarkulam, il prend le Sahar, le mérite de tous ceux qui sont montés. et pourquoi? Je ne sais pas, mais moi On je ne sais sait pas. pas, hein. Je Parce sais que pas. c'est un peu étrange. Bon, Ouais. c'est sûr que c'est peu enveloppant. C'est enveloppant. On tourne, on monte, on fait à tout le monde, tandis que le gars qui monte, il monte pour lui, il fait les schéma pour les proches qu'il a, il fait ci et ça, il monte pour lui. Tandis que là, on montre à tout le monde, à tous ceux qui pourront potentiellement ne pas pouvoir monter du fait du nombre. Ils sont. Ouais, ok. Il y en a au moins 3 qui monteront pas si on est mignon juste. Ouais, en général, plus que ça. Mais En bon, général, plus que ça. J'espère. ouais. Bon, allez, on va y aller. Allez, écoute, alors, j'avoue, bonne journée. Ah, Écoute, ouais, toi, bonne journée, aussi, vous aussi. Au revoir.